Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver comme toujours sur la matinale 5 sur 7 matin que vous propose Bénin TV. Nous sommes aujourd'hui mercredi 19 mars 2025 et au menu nous allons parler d'argent, nous allons parler sport également. Économiser, dépenser, faire ses comptes, à chacun ses comportements face à l'argent. Au Bénin, parler d'argent reste encore très tabou. Dire le montant de son salaire, par exemple, paraît impudique et imprudent. A contrario, sous d'autres cieux, aux États-Unis, par exemple, c'est afficher sa valeur puisque selon l'American Dream, la réussite serait accessible à chacun et à tous pour peu qu'on s'en donne les moyens et le mal. Notre rapport à l'argent en dit long sur notre éducation. Dis-moi ce que tu fais de ton argent, je te dirai qui tu es. Nous sommes dans la semaine de l'argent et on explore différentes facettes de la question. Peut-on ou doit-on rêver de Coupe du Monde? Le Bénin affronte le Zimbabwe et l'Afrique du Sud dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bien positionné dans le groupe C, eh bien, le Bénin a la possibilité de réaliser une bonne opération sur ces deux rencontres et donner davantage forme à un rêve américain. On vous présente ces deux matchs à venir des Guépards, les enjeux et les ambitions de la sélection nationale. Nous serons en direct de Durban dans cette émission, si tout va bien. Jodel Dossou et bien sûr Blaise Adampo qui est au plus près des Guépards qui nous dira tout. Génial Afouda, bonjour. Bonjour Arman. Comment allez-vous? Bien et vous aussi j'espère. Ça va, un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Quand vous êtes là, c'est pour nous servir le petit déjeuner informatif, le premier grand format de l'actualité sur Bénin TV, le bulletin d'information. Totalement. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue en ce bulletin. Pour démarrer, eh bien, on met le cap sur la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin pour une tradition perpétuée depuis 2018. Il s'agit d'une exposition mettant en lumière deux figures de l'art contemporain béninois. Et pour cette 12e édition, eh bien, le peintre Chief et le sculpteur Rémi s'amusent, sont en plein dialogue artistique avec leurs œuvres. Et vous allez le voir dans ce reportage, les échos de ce dialogue emballent plus d'un Karimat Agbataou. Explosion de couleurs sur des tableaux cartographiques, de la sculpture d'objets à base de fil de fer, deux univers artistiques qui se croisent et qui fusionnent dans un décor le temps d'une exposition. Ici, à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne, ils sont venus de plusieurs horizons, ces visiteurs. Tous étaient sous le charme. Ce sont de beaux tableaux qui ont de belles couleurs. Ça a des couleurs sobres du coup, qui se mélangent avec tout le décor d'ailleurs. L'oiseau qui a été mis au niveau de la tête de ces expositions, du visage, et je trouve ça a une belle signification ça. En tout cas au Bénin, ils ont de très bons artistes. Les tableaux étaient magnifiques. Ce que j'ai plus aimé, c'est le tableau en oiseau derrière là, qui est très beau. Subjugué par l'agilité des oiseaux, Rémi s'amuse, de son vrai nom Rémi Sosouvi, fabrique, manipule, tresse le fil de fer depuis sa tendre enfance. Je m'étais inspiré des nids d'oiseaux. Et la question que je m'étais posée, comment les oiseaux arrivent à tisser leur nid avec leur bec. Et cette question m'a amené vers les fils de fer. Et là, j'ai commencé à petit coup jusqu'à, il y a un volume qui vient. C'est ce volume que j'ai retrouvé, le volume vide du nid d'oiseau, en donnant toute forme de personnage pour véhiculer ce que nous vivons quotidiennement dans la société et dans le monde, y compris l'œuvre que j'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'espoir recherché de tous en tout temps, la liberté de créer un espace pour chaque habitant de la Terre. Chief, à l'état civil Francis Niquez Chiakpe, ne se limite guère dans l'espace. Chaque être humain est libre. Généralement, on parle de 5 continents, d'accord? Il y a un 6e continent où chacun est libre d'être comme il est. Donc je crée des continents pour chaque humain du monde. Et je vous dirais aussi que c'est très amusant de voir ma maison transformée en salle d'exposition. Je découvre ma salle à manger comme je ne l'ai jamais vue. Et c'est extrêmement bien fait. Et effectivement, bien sûr, je suis très heureux de voir de l'affluence. Et je trouve ça très bien. Parce que c'est une manière de mettre en valeur les talents du Bénin. L'année dernière, le Bénin a même été mis à l'honneur puisqu'il a eu son pavillon à la Biennale de Venise, ce qui est une reconnaissance, une belle reconnaissance des talents qu'il y a dans ce pays. Toute une soirée durant, cette exposition cocktail a permis à de nombreux visiteurs de découvrir la pluralité et la richesse de l'art contemporain béninois,
la terre du Dahomey, terre de culture, désormais une référence à l'international, de quoi booster les jeunes talents et créer une plus-value à l'économie nationale. Exposition toujours, et celle-ci pourrait conquérir bien plus que des visiteurs en présentiel, à condition que les artistes s'y prennent bien avec Frime. Il s'agit d'un réseau social innovant conçu pour répondre aux besoins des créateurs de contenu, des entrepreneurs et des professionnels du digital, avec comme particularité la monétisation des contenus et la possibilité d'envoyer des audios et vidéos à vos proches. Allons à la découverte de ce réseau social conçu et développé par de jeunes béninois avec Rebecca Kenjaoundé, Benjamin Denayon et Arnaud Tossé. En Amérique, on évoque des réseaux sociaux comme Facebook, Inst, iMessage, LinkedIn et j'en passe. En Chine, le plus connu est le réseau social TikTok. En Afrique, au Congo par exemple, on peut citer comme réseaux sociaux Kutana ou encore Elembo. Et là tout de suite, j'imagine bien la question que vous vous posez. Qu'en est-il du Bénin, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-vous embarquer. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous allez bien? Ça va bien. Entre ces 4 murs, 9 jeunes, dont le dénominateur commun reste le développement web, la communication et la passion pour les algorithmes. En 2023, le groupe décide de créer sa start-up dénommée Fidez-vous. Derrière cette création, le but est de se positionner comme un incubateur pour les créateurs de contenu. Mais très vite, l'ambition va être poussée loin pour donner naissance à leur tout premier bébé, Frime, le réseau social Made in Bénin qui bouscule les codes. Ici, l'heure est plutôt à un exercice de bilan sur les retours de plus de 5000 utilisateurs déjà à l'actif du réseau social Frime. Il faudrait qu'on protège très bien les données des utilisateurs pour éviter des fuites de données, de piratage, etc. Vous faites bien d'aborder la question de la protection des données à caractère personnel de vos utilisateurs. Quelle est la méthode que vous avez mise en place justement pour mieux sécuriser les données de vos utilisateurs? Alors, le réseau social Frime, c'est le réseau du futur. C'est le réseau où nous apportons une nouvelle expérience utilisateur. Cette expérience permet de créer du contenu audio, des commentaires audio. Par exemple, sur certains réseaux, nous avons remarqué que les utilisateurs ne peuvent pas répondre en audio. Sur Frime, tous les créateurs de contenu peuvent monétiser leur application de différentes manières. Création et la publication des posts, la publication de l'audio et même des vidéos. Grâce à une approche axée sur l'intelligence artificielle, la monétisation équitable et l'inclusion linguistique, Frime a su conquérir l'écosystème numérique, mais il est important pour ses créateurs de le perfectionner. Nous avons mis en place des politiques stratégiques qui nous permettront aujourd'hui de prendre contrôle des données des utilisateurs, des frimeurs. Et parce que déjà, nous supposons que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'inscrits. Et donc, dans cette perspective, nous nous sommes dit clairement, nous appartenons à un État qui est Bénin et tout. Donc, le Bénin fait partie des pays quand même les plus affûtés en termes de digital, en termes de numérique et tout. Donc, nous exploitons toutes ces pistes-là pour voir davantage tout ce qui est offert à nous comme solution numérique en termes de protection de données, en termes de cybersécurité, pour voir davantage protéger tout ce qui est données utilisateurs au niveau de Frime, pour quand même protéger les frimeurs. Disponible dans 175 pays, Frime s'impose aujourd'hui comme une alternative puissante aux réseaux sociaux traditionnels en garantissant sécurité, confort et valorisation des créateurs avec un objectif clair. Partir de l'Afrique pour conquérir le monde en offrant une expérience sociale et professionnelle révolutionnaire.
C'est une espèce végétale naturelle très répandue dans les savanes du Nord Bénin. Le karité constitue une mine de revenus pour des milliers de femmes. Pourtant, depuis plusieurs décennies, sa transformation en beurre reste un défi freiné par des méthodes artisanales éprouvantes et peu rentables. Aujourd'hui, à Materi et Kobli, vous allez le voir, une révolution est en marche. C'est ce que nous racontent ici Marcel Arossi et Wenceslas Aouaïmon. Dans les terres fertiles du Nord Bénin, le karité est plus qu'un arbre. À Materi et Kobli, il représente l'héritage de générations de femmes. Un savoir-faire ancestral transmis de mère en fille. Mais derrière cette richesse naturelle se cachait une réalité difficile. Un travail éprouvant, une production limitée et des revenus insuffisants. Aujourd'hui, une nouvelle page s'écrit pour les coopératives Yedekaon et Nouagou, grâce à des infrastructures modernes qui devraient changer la donne. Avant là, on casse la main. L'eau là, tu vas faire 2 jours pour chercher d'eau avant de faire. Maintenant, on a trouvé tout ça là. Ça va changer beaucoup. Oui, ça va changer. Il n'y en aura pas la poussière qui va nous embêter. Une solution a émergé. La construction de 2 unités modernes de transformation du karité, l'une à Materi et l'autre à Kobli. Le projet est constitué d'une unité de transformation, d'une clôture, d'une aire de séchage et d'un château d'eau pour alimenter l'unité. Ces infrastructures, financées avec l'appui de la coopération suisse et du Fonds national de développement agricole, FNDA, apportent un tournant décisif. Leurs revenus étaient vraiment très faibles. Donc avec les machines qui seront vraiment installées d'ici à là, je suis sûr et certain que vraiment elles vont vraiment impacter et qu'elles vont vraiment transformer une grande quantité. Vous voyez les femmes, ce n'est pas qu'elles ont été motivées pour être en joie. Non. Elles ont vécu vraiment cette volonté de voir cette unité devenir réalité parce que ça va rentrer dans leur épanouissement total. Une dynamique qui change l'avenir de leur famille et de leur village. À Materi, comme à Kobli, les ambitions sont grandes. Développer l'exportation, améliorer encore la qualité et pourquoi pas inspirer d'autres villages. Grâce à ces infrastructures, des centaines de femmes ont trouvé espoir et dignité. Une révolution discrète, mais puissante, qui change la vie de toute une région. Fini les pertes agricoles liées au changement climatique. Le gouvernement béninois décide d'assurer désormais les éleveurs, les producteurs de coton et de riz. Bruno Soali et Jean Nombimet ont suivi à Parakou une séance de sensibilisation des fêtières sur ce projet d'assurance agricole qui est à sa phase pilote. Face à cette pression, il a complètement abandonné femmes et enfants et il est parti comme ça en aventure. Personne n'a su où il était parti. Pierre raconte l'histoire de son oncle qui a tout perdu et disparu de la scène agricole suite aux caprices de la météo qui lui ont imposé la faillite. Au Bénin à court terme, 100 000 acteurs rizicoles, cotonculteurs et éleveurs de bétail sont désormais à l'abri de tels déboires grâce à la vision d'accompagnement du gouvernement. L'assurance agricole, un projet à sa phase pilote, est un véritable allègement et même une aubaine. L'État a mis en place une subvention de 80% en prime. C'est-à-dire que le producteur agricole, au final, n'aura qu'à contribuer à hauteur de 20% pour avoir une couverture à 100%. Les inondations ramassent nos produits chaque année. Et le gouvernement a mis maintenant l'assurance de nos côtés, nous les producteurs, pour assurer nos produits. Je suis très contente. C'est une nouvelle page qu'écrit le gouvernement Talon avec une assurance agricole bien pensée pour permettre aux bénéficiaires de tourner à plein régime. C'est quelque chose qu'on veut construire tous ensemble, mais il faut qu'on le construise dans la confiance en fait réciproque. Sachez que le gouvernement a pris le lead de ce processus à travers le FNDA.
Le gouvernement va mettre tout en œuvre pour que producteurs, vous soyez protégés dans ce processus au finish. Le temps est donné. Les acteurs agricoles et éleveurs n'ont plus rien à craindre des sinistres. Ils marchent désormais sous le parapluie d'un gouvernement protecteur. Quel est le meilleur aliment pour la croissance et le développement de votre bébé? Le lait maternel est produit tout spécialement pour l'enfant, mais moins de la moitié des nourrissons en bénéficient de façon exclusive pendant les 6 premiers mois de la vie, comme cela est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce la bonne méthode? Pendant combien de temps une mère doit-elle nourrir son bébé au sein et surtout pourquoi? Élément de réponse dans ce reportage. Ce ne sera pas facile, vu que je dois reprendre le travail, c'est pas évident. Miranda, jeune maman, a pris une décision, sevrer son bébé de moins de 6 mois. Et pour le faire, elle prend conseil auprès d'une sage-femme. Parce qu'il est recommandé d'allaiter son nouveau-né exclusivement pendant 6 mois. Et après cela, vous pouvez associer à cet allaitement-là une alimentation saine et équilibrée. Vous convenez avec moi, au travers de tout ce que nous venons de dire, qu'il est important d'allaiter son nouveau-né jusqu'à au moins 2 ans. Le message est donc clair, pas de sevrage précoce. Ceci va permettre d'assurer une bonne croissance au bébé. Ce lait, c'est l'aliment le plus naturel, le plus sain, le plus adéquat au bon fonctionnement de l'organisme du nouveau-né. Cela va favoriser une continuité de la relation mère-enfant qui existait déjà entre les deux. L'allaitement va aider ce nouveau-né à combattre les maladies et les infections. Des maladies comme la diarrhée par exemple, et en termes d'infections, surtout les infections pulmonaires. L'allaitement peut aussi favoriser la dentition chez un nouveau-né sans complications majeures. De nombreux avantages pour l'enfant, mais aussi pour la mère allaitante. Du côté de la maman, allaiter son enfant va lui faciliter la remise en place de son utérus. Parce qu'à chaque fois que le nouveau-né va téter, cela va contracter l'utérus qui reprend petit à petit sa forme normale qu'il avait au départ. Non seulement cela, l'allaitement peut aussi favoriser une perte de poids chez la maman, en association bien sûr avec une bonne alimentation et équilibrée. Et je tiens à notifier le plus important, c'est que quand une maman allaite son enfant, elle met automatiquement une barrière contre le cancer de sein qui pourrait survenir après. Mais quand l'enfant tète, cela constitue une barrière à cette maladie-là. Ah non, je pense qu'il faut suivre ce que... Si Miranda a fait le choix du sevrage pour des contraintes professionnelles, certaines mères s'y retrouvent confrontées pour défaut ou faible montée de lait. Dans ce cas, il est recommandé d'introduire le lait artificiel sur avis médical. Tournée nationale du ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité en charge de la décentralisation. Au 2e jour de sa mission de prise de contact et de sensibilisation, Rachidi Gbadamassi est allé au cœur de la communauté universitaire de Parakou avec des thématiques en lien avec la sécurité, l'emploi et le développement. En destinataire de son message, les femmes des marchés de Parakou et les acteurs du transport urbain et interurbain de Septentrion. Le point de ces échange avec Olviga Messan et Aziz Alaoui. Des étudiants très enthousiastes échangent avec le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité en charge de la décentralisation. Entre sollicitations et reconnaissance, la communauté universitaire de Parakou s'exprime. Les camarades étudiants m'ont chargé de vous dire que c'est le moment de tout faire pour renforcer la sécurité autour de l'université. Aussi, du tronçon qui mène vers la direction de l'ORTB, mais il n'y a pas cette année, les camarades étudiants ne se sont pas frappés sur cette voie. Dans un contexte de plus en plus perturbé, il est très important, très utile d'intensifier les échanges pour renforcer la sécurité. En 2 jours, le chef de l'État
nous a envoyé 2 ministres conseillers, ce qui démontrait bien et qui confirme son attachement à la jeunesse, son attachement à l'enseignement supérieur. Le secteur des enseignements supérieurs fait l'objet d'une attention particulière, va dire le répondant du gouvernement. Des mesures favorables à l'employabilité sont en vue et les questions sécuritaires ne seront pas du reste. Il y a un homme de vision. Il est venu, il a dit, je veux développer le pays. Allez à Cotonou, vous allez vous perdre. Cotonou, c'est Petit Paris. Et vous verrez, après la finition de l'asphaltage à Parakou, vous allez méconnaître Parakou. Après la communauté universitaire, le ministre conseiller à la défense et à la sécurité en charge de la décentralisation est allé rencontrer les femmes des marchés de Parakou et l'ensemble des acteurs du transport urbain et interurbain du Septentrion pour toujours sensibiliser sur la question de la quiétude nationale. La nouvelle a été annoncée en Conseil des ministres dernier, de nouvelles facilitations du gouvernement pour le pèlerinage à la Mecque. Face à cette nouvelle, la Fondation Malek Hossou et ses membres ont exprimé leur reconnaissance lors d'un point de presse à Cotonou. Hajj 2025, 700 millions de subventions accordées aux pèlerins béninois par le gouvernement. Objectif, améliorer la qualité des services sur les sites de la Mecque. La Fondation Malek Hossou reste sensible à ce geste. Ce soutien témoigne de votre proximité avec les citoyens et de votre engagement en faveur de l'égalité et de l'inclusion dans l'accès aux pratiques religieuses. Nous vous exprimons notre profonde gratitude et nous prions pour que cette noble action vous soit pleinement récompensée. Nous, membres de la Fondation Malek Hossou et de toute la communauté islamique du Bénin, à travers ma voix, vous exprimons notre sincère et profonde gratitude pour les vivres que vous avez toujours mis à la disposition de la communauté islamique du Bénin chaque année au cours du mois du Ramadan, et ce depuis 2016. En ce mois de Ramadan, l'occasion a été propice pour une rupture collective de jeûne, un moment de fraternité, un acte symbolique de générosité, d'inclusion et de respect mutuel. Je voudrais souhaiter vraiment que nous, au niveau de la communauté musulmane, autour de l'Union islamique du Bénin, que nous restions unis, que nous restions soudés. Notre meilleure manière de soutenir ces actions, de soutenir les actions des gens qui vont dans ce sens-là, c'est de prier pour eux. Prier pour eux et prier également pour le pays dont ils ont la direction. Que Dieu ne les lâche jamais. Que Dieu ne lâche jamais tous ceux qui soutiennent tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas. Des initiatives communautaires sont en gestation. La radio, la voix des fidèles croyants, va bientôt émettre une visite du studio pour découvrir ce qui va être un espace d'échange et de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Puis, éliminatoire mondial 2026, les Guépards affrontent le Zimbabwe pour le compte de la 5e journée au Moses Mabhida Stadium. À Durban, ils ont pris leur marque avec une séance de récupération au bord de l'océan Indien. Nos envoyés spéciaux sur place, Françoise Insou et Blaise Adank pour nous en dire plus. Candace Fiobé entre dans la tanière. Le néo-guépard pas encore bisouté, mais déjà pleinement intégré. Il s'entraîne avec intensité aux côtés de ses nouveaux coéquipiers avec la sélection béninoise. Là, vraiment, je suis très content déjà d'être ici. Et j'ai vu plein de trucs sur les réseaux sociaux et je pense que les Béninois ont hâte de me voir. Et donc voilà, je suis ici, je suis très content et j'ai hâte de montrer ce que j'ai fait. Les Guépards poursuivent leur préparation, étirement, dynamisation, mobilisation. 1h30 d'efforts pour remettre les organismes en route après un long voyage. On avait axé le travail de ce soir sur la récupération, bien sûr,
à travers des thèmes qui sont bien connus, à savoir la mobilisation, la dynamisation et les étirements. On a fait ça à l'extérieur, à la plage, c'était vraiment très bien. On a travaillé 45 minutes à peu près, ce qui est suffisant pour une première séance. Et puis on a préféré faire le travail de dynamisation sous forme ludique pour la cohésion du groupe, parce que les garçons étaient contents de se retrouver. Donc ça permettait de faire un petit jeu sur la plage. Et on a, avec nos 15 joueurs qui étaient là, utilisé pendant 1h30 les bonnes conditions de travail qu'on peut avoir autour de l'hôtel. Guénodro supervise, concentré. Le temps presse et l'équipe doit être prête. À moins de 112 heures du choc face au Zimbabwe, la sérénité est de mise. Pas d'essai, pas d'euphorie, juste du travail et de la discipline. Ce match-là, on va l'aborder avec, comme toujours, le souci de le gagner. Quand vous jouez un match de football, c'est pour jouer la victoire, même si c'est à l'extérieur. Et puis, des renforts de taille. Tamimou Oru et le capitaine Steve Mounier arrivent. Poignée de main, accolade chaleureuse. Le groupe se retrouve et l'unité se renforce. Pas de répit. À peine arrivé, ce sera direction le fitness pour un travail cardio intense avec le reste du groupe. Pas question de perdre une minute. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin. Merci de l'avoir suivi, Herman. À vous l'antenne. Merci beaucoup à vous, Génial Afoula. On se retrouve très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin. Une pause et on retrouve Ubaïs Balogun pour la revue des titres. Voyons voir à présent ce que disent les journaux, les canards de l'actualité nationale. La revue des titres, c'est avec Ulaïs Balogun. Bonjour Ulva. Bonjour Herman, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Très bien, ça va, on garde la pêche. Un plaisir comme toujours de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Ouais, le plaisir partagé. N'est-ce pas? Et on va y aller très vite avec les journaux parvenus à notre rédaction ce mercredi matin. Absolument. On va démarrer avec le quotidien Matinal qui va tout droit dans la commune de Kalalé et qui nous informe qu'il y a 2 morts et des blessés dans un affrontement. Le journal précise que des motos de la police et une voiture ont été incendiées. Et le journal ajoute qu'il a fallu une séance de sensibilisation pour le retour au calme. Toujours avec le journal Le Matinal, pour des élections générales crédibles et pacifiques en 2026, la société civile garantit son soutien à la Sénat, nous dit Le Matinal. On passe à présent au journal Fraternité. Fraternité, ce matin, nous propose un dossier sur les violences basées sur le genre, un fléau silencieux, titre le journal. Le journal qui revient sur les démarches pour se faire entendre quand on est dans une situation pareille. Le journal évoque également cette rencontre entre la plateforme électorale des organisations de la société civile et la Sénat. Un dialogue constructif, j'y arrive, pour des élections apaisées en 2026, écrit Fraternité. On passe à présent au journal Matin Libre. Matin Libre qui revient sur cette opinion, ou plutôt qui publie cette opinion d'un juriste. La Cour face à l'apologie du 3e mandat, écrit le journal Matin Libre. Matin Libre qui va également dans le nord du pays, notamment à Kalalé, qui parle de cette interpellation qui a tourné au drame avec un commerçant et un policier tués, ainsi que des dégâts matériels notés. Le journal, quand on sait qu'on est en période de jeûne, le journal nous parle de nutrition, comment allier jeûne et équilibre alimentaire. C'est une opinion d'un médecin à la une du journal Matin Libre. On passe à présent au journal Le Chasseur Info, qui parle de l'introduction de l'enseignement de l'anglais au primaire, une expérimentation positive sans pérennisation au Bénin, écrit le journal. Le journal qui revient également, qui reste plutôt à l'université d'Abomey-Calavi, qui va plutôt à l'université d'Abomey-Calavi et qui parle de ces 15 jeunes auteurs de la dématérialisation des inscriptions qui se sont vus honorés.
Le journal, on passe à présent au journal 4 vérités. 4 vérités qui fait un retour en arrière sur la journée internationale de la femme et qui note la présence des femmes dans les sphères de décision du Bénin. Madame Aliosa salue les efforts du gouvernement qui œuvre inlassablement donc pour que plus de femmes accèdent à des postes de responsabilité. On passe à présent au journal La Nation, le journal du quotidien du service public qui évoque la mobilisation des ressources douanières, les objectifs largement atteints, écrit le journal La Nation à sa manchette. Élection générale 2026, 100 000 agents électoraux à recruter par la Sénat, précise le journal, qui parle de ce qu'on a vécu durant cette période de Covid, le télétravail au Bénin. Le journal dit qu'il est urgent désormais d'avoir un cadre légal. On finit avec ce dossier proposé par le journal La Nation, notamment qui allait faire un tour dans le nord du pays et qui nous revient avec les clés de la rentabilité de l'artisanat du bois. Voilà pour l'essentiel des journaux parvenus ce matin pour la revue des titres. Herman Amégrand. Merci beaucoup, Ubaïus. On vous retrouve en fin d'émission pour la revue de presse. Vous allez prendre le temps de lire ces journaux-là pour nous et de nous en revenir avec la substance. À tout à l'heure, Ubaïus. 5 sur 7 matin, on va retrouver juste derrière vous Alexandra Diotin et son invité. Ce sera pour mercredi économie avec elle. On parle d'éducation financière. À tout de suite. L'éducation financière, donc, au cœur de la chronique d'Alexandra Diotan, que nous retrouvons ce matin. Alexandra, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Herman Amégrand, bonjour chers téléspectateurs. Comment allez-vous? Super bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, ça fait plaisir de vous revoir, Herman Amégrand. Le plaisir est partagé. Oui. À l'entame, vous l'avez annoncé, la semaine de l'argent, toute une semaine dédiée à l'argent. Eh bien, quand on parle d'argent, dans l'esprit, ça fait penser à des expressions comme, je sais pas, dépenses, salaire, recettes, épargne, emprunt et pourquoi pas microfinance. Et donc, tout se bouscule. Cela semble fameux. Quand on tente justement de mieux se documenter, on se rend compte que cette semaine est liée à des activités axées sur l'éducation financière. L'éducation financière pour des décisions financières éclairées, c'est donc de cela que nous allons parler avec notre invité du jour et pour lever la confusion et nous situer sur les motifs et l'utilité de l'éducation financière. Je reçois ce matin Wilfried Kwesi. Il est expert comptable passionné de finance. Wilfried Kwesi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Je m'en vais tout de suite vous demander, quand on parle d'éducation financière, à quoi se réfère-t-on? Merci beaucoup. Quand on parle d'éducation financière, on s'intéresse à l'ensemble des connaissances, des pratiques, des compétences nécessaires à un individu pour mieux gérer ses finances, pour mieux gérer son argent. C'est une notion qui englobe beaucoup d'aspects, à savoir l'épargne, l'investissement et surtout le budget. Comment faire des investissements moins risqués, comment épargner pour mieux gérer son argent, son salaire. Tout ça, là, ça parle d'éducation financière. À l'école, nous recevons une éducation et dans la vie aussi, il y a cette sorte d'éducation qu'on reçoit puisqu'on estime que, la vie, c'est une école. Pourquoi particulièrement une éducation financière? Quelle est son utilité, dites-nous? Bon, l'éducation financière est très importante et permet normalement aux jeunes, à toute personne, de mieux gérer ses finances personnelles, de prendre des décisions réfléchies et de ne pas être surendetté, par exemple. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, le sexe et l'argent sont à la base de tous les maux des hommes, mais on ne les enseigne pas à l'école. Et c'est un problème parce que les pays qui ont compris ont mis l'éducation financière comme base, comme un programme même scolaire, qui fait partie des cours qu'on enseigne. Vous voyez, des États comme la Floride
en Europe, des pays comme la Suède, en Amérique, des pays comme l'Australie, ont instauré dans les cours des finances, la notion de finances personnelles. Mais vous savez, comme chez nous, la culture et puis les priorités nationales n'ont pas vraiment encore touché cet aspect-là. Donc l'utilité, c'est d'avoir des jeunes, des personnes financièrement responsables qui prennent des décisions éclairées et réfléchies. Quelle est justement la méthode ? Quand on parle d'éducation financière, cela suppose qu'il s'agit de donner des rudiments, de nouvelles connaissances telles que vous l'avez expliqué, tout ceci pour aboutir à une intelligence financière. Quelle est la méthode proposée? Bon, la méthode, normalement, pour pouvoir parler d'éducation financière, nous avons plusieurs canaux par lesquels on peut éduquer financièrement. Vous savez, les parents, par exemple, peuvent amener leurs enfants à gérer un budget, à prendre des responsabilités. On peut confier de petites responsabilités à des enfants. On peut au quotidien apprendre à faire un budget, savoir ce qu'on dépense, savoir ce qu'on épargne. Vous savez, d'habitude, il y a des gens qui sont toujours dans le crédit. Et si vous passez de l'argent auprès des autres, c'est que généralement, vous n'avez pas prévu à long terme ce que vous voulez faire exactement avec votre argent. Vous n'avez pas le budget de vos dépenses. On dépense beaucoup d'argent. Vous savez, l'argent, ça disparaît. Quand vous ne mesurez pas, vous ne faites pas des prévisions, vous constatez à un moment donné que vous n'avez plus d'argent sur vous parce que vous avez dépensé sans compter. Donc, quand on parle aujourd'hui de l'éducation financière, on s'intéresse à la notion de finances personnelles. Vous faites un budget de vos dépenses, vous faites un budget de vos recettes. Vous essayez de voir les écarts, de voir quelles sont les habitudes, les comportements que vous devez corriger. Vous essayez de voir un peu dans quoi vous pouvez investir votre argent. Si vous avez des excédents, évitez de faire des dépenses sur coup de tête. Évitez de faire des investissements risqués. Vous savez, aujourd'hui, on parle de finfluenceurs. Des gens qui sont des influenceurs sur les réseaux sociaux, qui amènent des gens à faire des paris risqués. Et comment faire aujourd'hui pour sensibiliser la jeunesse sur ces genres d'événements? Comment faire pour voir aujourd'hui apprécier l'impact de l'intelligence artificielle sur les investissements en ligne que les gens font? Vous savez, vous avez des plateformes aujourd'hui sur des réseaux sociaux comme Telegram. Des gens vous bipent, on vous appelle juste pour attirer votre attention. Et dès que vous finissez les prises de contact, vous vous présentez, on vous dit, mais écoutez, nous sommes dans une activité, on vous invite à investir dans telle activité, et bien, vous ne connaissez pas la personne. Si ça capote, vous les voyez où? C'est comme ça que beaucoup d'argent disparaît. Donc aujourd'hui, il faut sensibiliser la jeunesse sur l'importance de l'argent, leur donner la responsabilité qu'il faut. Si on te donne un budget par semaine, il faut savoir que tu dois bien gérer ça. Tu ne dois pas venir pour dire, bon, l'argent est fini, non. Donc, amener les jeunes à être responsables, les amener à faire un budget, savoir comment dépenser leur argent, les former sur la notion d'épargne. Ce n'est pas tout ce que vous avez que vous devez dépenser. Il y a des gens qui dépensent tout ce qu'ils ont. Il suffit juste qu'on leur donne l'argent et puis ça part. Que faut-il faire justement? Bon, vous savez, il y a des auteurs qui se sont spécialisés dans l'éducation financière. Oui. En matière de bouquins, vous avez par exemple un auteur comme Robert Kiyosaki, qui est un ami d'enfance de Donald Trump, qui a écrit des livres comme Le Cadran du Cash Flow. Comme j'ai l'habitude de le dire, comment investir. Il dit ceci, quand on va à l'école, on nous apprend comment chercher un emploi. L'emploi, c'est à quoi? Pour chercher de l'argent. Mais pourquoi on ne parle pas directement de l'argent? Donc, il faut quand même qu'on intègre ça. Des livres comme ça doivent venir à l'école. Essayer de revoir un peu le programme éducatif pour rester moins loin des réalités, parce que l'argent est une réalité de tous les jours. Avant de sortir le matin, vous posez la question combien il va être dépensé dans la journée. Mais tous les cours à l'école ne parlent pas de ça, alors que c'est la réalité la plus sûre de la journée, la dépense au quotidien. Donc beaucoup de conférences. Les écoles devraient accepter qu'on anime beaucoup plus de conférences. Nous, par exemple, à EduFIA, qui est une éducation financière, une association appelée Éducation financière en Afrique, on a fait beaucoup d'activités au Togo, par exemple, l'année passée. Cette année, on a prévu des visites d'entreprise, amener des étudiants au cabinet de Deloitte, parler à des lycéens, sensibiliser au Bénin ici. Donc c'est la première édition au Bénin, mais au Togo, on est à la 3e édition. Donc c'est pour ça qu'il y a la Semaine de l'argent. Global Money Week est une initiative mondiale et qui a été mise en place par l'OCDE en collaboration avec la Banque mondiale pour faire une campagne mondiale de sensibilisation sur l'éducation financière. Et chaque année, il y a une thématique par rapport à ça. Alors chaque année, la Semaine de l'argent, ça revient. Est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose? Les objectifs ou les résultats, est-ce que c'est satisfaisant? Sinon, pourquoi revenir chaque fois sur les mêmes choses en une semaine? Bon, merci pour la question. La Semaine de l'argent, comme on a l'habitude de le dire, a commencé en 2012, a déjà touché plus de 60 millions de jeunes, et a déjà fait le tour de au moins 172 pays, 176 pays plus précisément. En 2023, 106 pays ont manifesté, ont organisé des événements dans ce sens. Cette année, moi, j'ai pris la responsabilité à travers le bureau du Bénin, c'est une association régionale, de faire des activités
j'ai écrit à la directrice de l'enseignement national, la directrice nationale de l'enseignement national, j'ai écrit à la directrice départementale de l'enseignement secondaire, j'ai écrit au proviseur du lycée technique Koulibaly, j'ai contacté le cabinet de Loite qui m'a permis d'amener une centaine de jeunes pour une activité dans la matinée et dans la soirée sur l'intelligence artificielle et l'impact de l'intelligence artificielle sur les finances personnelles. Et sur les réseaux sociaux, je fais ce que je peux. Oui, il faut dire que tout comme vous, beaucoup de passionnés quand même mouillent le maillot durant cette semaine-là. Mais qu'est-ce qui fait? Quels sont les freins aujourd'hui à une bonne éducation financière de la population? À qui cela profite-t-il que la population soit sous-éduquée en matière de finances? Je ne sais pas, y a-t-il des gens quand même à qui cela profite? Bon, moi je pense que les premiers responsables par rapport à ces genres de problématiques, c'est que l'État doit récupérer ça comme une priorité nationale, parce que quand un État américain comme la Floride oblige les enfants à l'éducation financière, ce sont des initiatives. Certains pays ont compris. Vous allez constater que les pays qui ont très tôt compris l'importance de l'éducation financière, souvent ce sont dans ces pays que vous avez les hommes les plus riches, parce que les gens ne dépensent pas ce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui dépensent même l'argent qu'ils n'ont pas. Les jeunes achètent des portables de 1 million, mais ils n'ont aucune activité génératrice de revenus. C'est des dépenses qui ne sont pas réfléchies. Comment faire aujourd'hui pour trouver des créneaux, des temps, pour animer des conférences, de petites séances de discussion avec les élèves, les lycéens, les collégiens, les étudiants, pour leur expliquer que ce n'est pas tout ce que vous avez envie de faire que vous devez faire avec l'argent, mais essayez de dépenser de façon réfléchie. Quand je prends par exemple Robert Kiyosaki, il y a une phrase que moi j'aime bien, il dit « Les riches achètent les actifs et les pauvres achètent les passifs ». Le même bien, quand il me rapporte quelque chose, est un actif pour moi. Mais celui qui l'a acheté, qui ne fait rien avec, c'est un passif pour celui-là. Ça veut dire quoi? Chaque fois. Ne fait rien avec. Et qui ne fait rien avec. Mais qui supporte des coûts. Vous avez une moto qui tombe tout le temps en panne, c'est un passif. En comptabilité, on vous dira que c'est un actif, mais lui, il dit non, ça ne vous rapporte rien. Tant que votre bien ne vous rapporte rien, c'est un passif. Donc, cherchez à faire des investissements plus réfléchis, essayez d'épargner à long terme, prévoir sa retraite, anticiper, investir dans des activités qui vont vous rapporter de l'argent. Aujourd'hui, déjà, prendre votre vie en charge financièrement, permettre aux enfants de savoir que par semaine, ils dépensent tel montant, et que le montant là qu'on leur donne, cette somme qu'on leur donne, qu'ils ne doivent pas tout consommer, savoir que quand vous gagnez 100 000 par mois, que vous ne devez pas boire pour 80 000 francs, et à la date 15 du mois, commencez par solliciter des crédits à gauche et à droite. Je pense que c'est des choses qu'il faut essayer de voir. Il y a plusieurs acteurs qui sont interpellés là, le gouvernement, pour voir les priorités, parce que l'argent est au cœur de tout. Les priorités nationales, l'éducation financière. Comme on est en train de faire l'expérimentation de l'anglais, on peut également essayer de faire une expérimentation pour organiser des ateliers, essayer de faire des formations sur l'éducation financière. Je crois que c'est très important. Sensibiliser les parents pour pouvoir amener leurs enfants à être plus responsables financièrement, en leur donnant de petits budgets pour voir comment ils vont essayer de le faire. Les écoles, à travers des jeux ludiques, essayent de voir comment les enfants vont pouvoir développer leur capacité à investir, comment ils acceptent comment cette responsabilité. Parce que vous savez, il y a des jeunes qui ne veulent pas de responsabilité. Il y a des jeunes qui ne veulent pas de responsabilité. Ils ne veulent même pas qu'on leur donne leur petit déjeuner par semaine, parce qu'ils estiment qu'il va tout bouffer avant la fin de la semaine. Et donc, préfèrent prendre ça journalièrement. Oui, chaque jour, ils doivent venir prendre ça. Ce que je sais, c'est plutôt qu'ils aiment prendre pour toute la semaine. En 2 jours, on finit de dilapider. Oui, pour revenir le 3e jour. Moi, j'ai une théorie que j'ai toujours développée avec mes étudiants. Je pense que quand vous avez la licence, on ne doit plus vous donner le petit déjeuner. Oui, c'est ça aussi qui fait qu'un enfant de poche. Non, ne vous donnera plus rien. Oui, celui qui va en apprentissage, après 3 ans, il sait faire quelque chose. Il sait gagner de l'argent. Vous, on vous a donné depuis le lait maternel, on vous a tout donné depuis la garderie, la maternelle, le primaire, le secondaire. Vous êtes à l'université, 3 ans après, vous ne savez rien faire. Quand vous avez 10 000, et c'est vous-même qui avez cherché avec votre sueur ces 10 000. Vous les dépensez différemment des 10 000 qu'on vous donne gratuitement. Parce que ce n'est pas la même logique, ce n'est pas le même sens de responsabilité. Donc la responsabilité aujourd'hui, c'est de pouvoir donner à des jeunes l'opportunité d'avoir une responsabilité. Mais est-ce que vous pensez que c'est valable, cette théorie-là? Est-ce que c'est à appliquer à tout jeune qui sort de n'importe quelle filière? C'est faisable lorsque le jeune a été moulé ou a fait 3 années dans une filière pratique, je ne sais pas, génie civil, informatique, de gestion ou maintenance et tout ça. Je vous décevrai pas. Un jeune qui fait
purement du droit ou qui fait purement de la comptabilité ou je ne sais quelle autre filière, tant qu'il n'est pas recruté par une entreprise, pensez-vous qu'il a de quoi s'assurer ses besoins, avoir un revenu et pouvoir être indépendant des parents? Wilfried Kwasi. Pourquoi vous pensez qu'on doit forcément recruter les gens avant qu'ils ne commencent pas à chercher l'argent? Le coiffeur qui a fait son apprentissage en 3 ans et qui a ouvert son atelier. Ça, c'est une formation pratique. Oui, mais il faut savoir faire quelque chose. Si vous ne savez rien faire, vous n'allez pas gagner de l'argent. On ne peut pas dire que c'est l'État qui va recruter tout le monde. Vous allez à l'école, vous faites toutes les formations que vous voulez, vous avez les gros diplômes, mais qu'est-ce que tu sais faire, comme le disent les Anglais? C'est vraiment important de savoir faire quelque chose. Tu es jeune, tu es dans le droit. Développe ton expertise dans le suivi des mémoires des gens. Développe ton expertise dans le coaching des gens pour les soutenances, pour les examens de droit. Quelqu'un qui est en première année, deuxième année, en troisième année, il peut déjà faire des TD pour faire droit. Il peut déjà motiver les gens pour les concours, pour aller au concours d'avocat, concours de CAPA, concours de ceci. Mais lorsque vous ne comptez que sur vos parents et vous n'acceptez pas la notion de responsabilité, sur le plan de l'éducation financière, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que tant qu'on vous donne l'argent, vous espérez que vous allez recevoir de l'argent. En fait, ceux qui dépensent tout l'argent qu'ils ont, c'est parce qu'ils espèrent qu'il y aura une autre somme d'argent qui va venir. Mais dès lors que vous prenez conscience qu'il y aura des moments où l'argent ne viendra pas, vous n'allez plus être en mesure de dépenser tout ce que vous allez recevoir comme de l'argent. Donc moi, j'estime que les parents font partie du problème. Un parent dit non, moi j'ai trop souffert, je ne veux pas que mon enfant souffre, donc je lui donne tout ce qu'il veut. Non mais c'est grave. Il y a une étude des États-Unis il y a quelques années qui a prouvé que 13 enfants de riches meurent pauvres. 13 enfants de riches à qui on a donné la fortune meurent pauvres. Il y a un auteur que j'aime qui s'appelle Anthony Bourbon qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Forcez votre destin, qui parle aussi d'intelligence financière et dit en réalité la génération qui souffre et qui se bat finit par avoir la prospérité, la réussite. Celle qui suit dépense cette fortune qui a été accumulée par la première et la troisième la dilapide. Et les enfants là redeviennent pauvres. Donc ça résume la situation. Tant que vous ne donnez pas de la responsabilité à votre enfant et que chaque matin il vient vous dire oui j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, il ne peut jamais être éduqué financièrement parce que lui-même il ne fait aucun budget. Vous ne l'y amenez pas. Vous devez l'amener à faire un budget. Vous devez l'amener à avoir une certaine rigueur financière. S'il va au marché, qu'il évite d'acheter ce dont il n'a pas besoin. Ce qu'il n'a pas planifié, il faut qu'il évite d'acheter ça. Et quand c'est comme ça, c'est toujours intéressant. Il n'y a pas d'excuse pour qu'un enfant, après sa licence, n'ait pas un gagne-pain, n'ait pas une activité qui lui procure de l'argent. Ça ne sert à rien. Ça veut dire quoi? Qu'on l'a investi sur lui pendant 15 ans, 17 ans, il n'y a pas encore de retour sur investissement? Non, mais c'est dommage. Bon, au Bénin, il y a combien de boulots qui sont bien payants? Le revenu moyen du Béninois, c'est combien? Les salaires, quand vous avez votre licence, vous allez dans un cabinet, on vous met à 0 francs. Si vous avez la chance, on vous donne le transport qui est à 50 000 francs. Les plus gros salaires qu'on peut vous donner, peut-être c'est 100 000. Les 100 000, peut-être ça peut devenir 200 000. Et si en tant que stagiaire? Mais non, pas en tant que stagiaire. Après 6 mois, après 1 an, si vous avez la chance. Encore que, attention, on peut faire du surplace. On peut vous mettre à 200 000 et ça fait 3 ans. Et ça n'a pas bougé. Donc si vous-même, vous n'avez pas d'activité parallèle. Robert dit, tant que vous n'avez pas une source pour être un investisseur, tant que vous n'êtes pas propriétaire d'une affaire, et que vous êtes juste salarié, sachez que vous n'êtes pas sorti d'affaires. C'est suffisamment important hein, ce que vous dites, je pense, et c'est pour ça je me dis c'est un peu gâchis quand on a le bac et qu'on débarque à l'université et qu'on est étudiant concentré sur la formation uniquement sans développer à côté sa passion pour d'autres choses, pour des trucs suffisamment pratiques. C'est dire qu'on ne peut plus se dire oui je suis étudiant, je ne fais que cette filière, c'est fini. Il faut à côté se développer d'autres compétences, c'est bien ça. Alors quand on passe l'étape d'adolescence, de jeunesse, dans la société, les adultes, les professionnels que nous avons, beaucoup sombrent dans le cercle vicieux de la pauvreté. Oui, on a une activité, certes, on développe cette activité-là, mais on est condamné à tout le temps enchaîner avec des prêts et parfois à se retrouver dans l'incapacité d'honorer les échéances. Je pense que tout ça découle aussi d'une mauvaise éducation financière. À cette étape-là, comment rattraper le tir? Bon, c'est exactement ça. Vous savez, il y a la bonne dette et il y a la mauvaise dette. La bonne dette, c'est celle-là qui vous permet, avec le retour sur investissement, de payer la dette, de la rembourser.
La mauvaise dette, c'est celle qui vous permet de vous enfoncer davantage. Donc, lorsque vous allez emprunter de l'argent, que vous investissez dans une activité ou bien dans quelque chose qui ne rapportera rien, c'est une mauvaise dette. Donc, en réalité, lorsque vous êtes rigoureux financièrement, vous revoyez ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, ça m'arrive des fois d'acheter à manger 3 000 francs par jour, 4 000 francs par jour. À la fin de la semaine, quand tu fais le point, tu te dis, mais non, j'ai mangé pour tout ça là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut chercher les solutions parallèles, les solutions alternatives. En quoi faisant? Amener à manger de la maison. Vous avez pris 3 abonnements et les enfants ne regardent pas, vous ne regardez pas. Mais diminuez le nombre d'abonnements. Vous avez acheté des bouquins. Mais peut-être que vous avez des amis de l'année passée qui ont déjà fini avec ça. Mais essayez d'aller voir si vous pouvez passer le livre et utiliser. En tout cas, faites avec les moyens que vous avez. Pour le moment, n'allez pas chercher à faire comme les autres. Vous savez, en 2023, le thème de la semaine de l'argent, Global Money Week, c'était Plan your money, plant your future. Plan your money, plant your future. C'est quoi? Planifier votre argent. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de semer votre futur. Ouais. Ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas de budget, qui n'a pas de plan, il n'a pas de plan de carrière, en réalité, il aura des difficultés. Il n'y a rien à faire. À un moment donné de sa vie, il aura des difficultés. C'est pareil pour nos jeunes, hein, c'est pour tout le monde. En réalité, il faut se projeter. Vous devez avoir le temps de vous projeter et estimer le montant de votre revenu mensuel, le montant de votre revenu annuel. Ça vous permet de savoir ce que vous pouvez faire avec. De la même façon, vous devez avoir un budget hebdomadaire. Par jour, voilà ce que je dépense par jour. Voilà ce que je dépense par semaine. Au début de la semaine, vous essayez de vérifier, est-ce que j'ai cette somme-là sur moi? Si je ne l'ai pas sur moi, comment je fais pour arrondir les angles? Bon, à quelle dépense je dois me priver? Quelle dépense je dois laisser aujourd'hui? Bon, j'ai l'habitude de manger la viande tous les soirs pour 1000 francs. C'est un exemple. Et cette semaine, je n'ai pas assez d'argent. Ok, mais bon, si c'est la farine que je prends, j'essaie de souffrir. En quelque sorte, il faut souffrir pour pouvoir réussir après. Si vous voulez faire tout ce que vous voulez à la fin de votre vie ou bien en fin de vie, à un âge avancé, vous allez commencer par appeler vos amis pour dire, mais tu te rappelles, on a été à l'école, hein? Vraiment, ça ne va pas chez moi. Oui, ceux qui passent de l'argent sur les autres, est-ce qu'ils se demandent comment les autres font pour leur passer de l'argent? C'est la question qu'il faut toujours se poser. Les gens pensent que la réussite est une chance. La réussite n'est pas une chance. Il faut la planifier. Et vous allez voir, on dit souvent, les hommes qui ont beaucoup d'argent ne donnent pas. Oui, mais parce qu'il sait qu'en dépensant son argent n'importe comment, attention, ça peut partir à tout moment et puis il va redevenir pauvre. Et redevenir pauvre, c'est que c'est très grave. Donc, il faut beaucoup lire. On doit encourager les jeunes à lire les livres sur l'éducation financière. Vous avez un livre comme Gagner plus de Brian Tracy, qui parle de l'éducation financière. Vous avez un livre de Haveker, par exemple, qui parle de comment devenir millionnaire ou bien les secrets d'un esprit millionnaire. C'est des titres ronflants, mais à l'intérieur, c'est comment discipliner la dépense et comment mieux gérer la recette. Et c'est la base du tout. Sans le budget, ce n'est pas intéressant. On va espérer que vos propos ne soient pas tombés dans des oreilles de sourds et donc que vous n'ayez pas prêché dans le désert. L'éducation financière pour des décisions financières éclairées, si on devait résumer. Quels sont ces axes-là sur lesquels vous orientez les attentions? Wilfried Kwesi. L'éducation financière, c'est faire son budget au quotidien, planifier ses dépenses, planifier ses recettes, apprendre à épargner et essayer de choisir les meilleurs investissements, planifier sa retraite, s'éduquer au quotidien sur le plan de l'éducation financière, lire les bouquins qu'il faut, les auteurs qu'il faut, suivre les podcasts, suivre des formations dans ce sens. Aux gouvernants, permettre une facilité de communication dans les écoles publiques, dans les lycées publics, pour que l'éducation financière soit une réalité à bas âge. Aux parents, refuser les caprices des enfants, éduquer les enfants différemment, en leur donnant un peu de responsabilité sur le plan financier. Merci beaucoup. C'est moi, je pense que tout a été dit, hein, mon ami. Merci, bien sûr, Alexandra Djoton, pour, on va dire, cette chronique assez intéressante sur l'éducation financière. On sait que c'est très, très important. Dans la société, aujourd'hui, on ne doit plus, en temps normal, dépenser son argent n'importe comment, mais il y a ceux qui pensent aussi que la vie est courte et que vous ne savez pas si demain, vous serez encore en vie. Donc, tout ce que vous avez, vivez chaque jour comme si c'était le dernier.
Répondez-vous à ceux-là. Hier, j'ai fait un cours dans une université et il y a une étudiante qui a dit ça. Et ma réponse a été la suivante. Ouais. Ce sont ceux-là qui ne meurent pas vite. Bizarrement. Hein? Bizarrement, ils durent tellement. Et ils tiennent la galère sur une longue période. Et ils regrettent finalement leur philosophie. Donc, en réalité, c'est vrai, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir de façon mesurée. Déjà, dans notre culture, ce n'est pas bien vu de se faire plaisir. Dans notre culture béninoise, le Béninois fait partie de celui qui économise tout son argent pour acheter sa parcelle et qui, pour l'intégrer, meurt. Et qui, lors des obsèques, crée d'autres problèmes. Il faut satisfaire ses besoins. Mais il faut gérer son argent de façon vraiment avec la tête, de façon intelligente. On ne doit pas céder à tous les caprices. Non, on n'a pas dit de se priver de besoins, de se priver de plaisir. Il faut se satisfaire. Mais quand je fournis des efforts et que je vois que j'ai beaucoup souffert pendant une semaine, mais un dimanche soir, je dois aller m'asseoir dans un petit bar, bon, donnez-moi une grosse bouteille de telle boisson. Et s'il y a un gros poisson quelque part, vous mettez ça à côté. Mais il ne faut pas faire ça tous les jours. Ah oui, si vous faites ça tous les jours, le mois viendra où vous ne pourrez plus sortir de la maison parce que vous n'aimez pas l'argent d'essence. Donc il faut éviter ça. Très bien. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du mercredi et on se retrouve très bientôt, Alexandra, vous et moi, sur 5 sur 7 matin. Allez, on va continuer à pas parler d'éducation financière, on va continuer à pas parler d'inclusion financière, surtout avec la semaine de l'argent qui se poursuit. Mais avant, on va prendre une pause. Derrière, on va retrouver Armel Alavo. Il est lui expert en inclusion financière. Et plus tard, on va faire le débat matinal, le forum de discussion. On s'intéresse donc aux 2 prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026. Un virage déjà décisif pour les Guépards du Bénin. À tout de suite. 5 sur 7 matin, comme je vous l'avais dit, on continue par parler de semaine de l'argent. Économiser, dépenser, faire ses comptes, à chacun ses comportements face à l'argent. Au Bénin, parler d'argent reste encore très tabou. Dire le montant de son salaire paraît impudique et imprudent. Al contrario, aux États-Unis, c'est afficher sa valeur, puisque selon l'American Dream, la réussite serait accessible à chacun pour peu qu'il s'en donne le mal et les moyens. Notre rapport à l'argent en dit long sur notre éducation. Dis-moi ce que tu fais de ton argent, je te dirai qui tu es. Nous sommes donc dans la semaine de l'argent, on explore différentes facettes de la question et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Armel Alavo, expert spécialiste en inclusion financière. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, comment vas-tu? Mais ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Partagé. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu par ici. Alors, on sait que quand on parle de semaine de l'argent, on parle d'inclusion financière, forcément, votre image s'y colle tout de suite. Ah oui? Ça fait un moment que vous vous êtes lancé quand même dans cette cause-là, d'intéresser tout le monde à l'argent. Pourquoi encore dans notre société aujourd'hui, parler d'argent est encore un sujet tabou? J'ai parlé tout à l'heure de dire son salaire. Je ne suis pas sûr que si on met une caméra tout de suite, on rentre dans la rue pour faire une voice pop et qu'on demande combien est-ce que vous gagnez, quel est votre salaire, je ne suis pas sûr qu'on ait 2 sur 50 qui voudraient bien partager avec nous leur salaire. Oui, Eman, il ne faut pas aller faire une voice populi. Tout de suite, là, je te demande combien tu gagnes comme salaire. Au lieu que je dise combien je gagne comme salaire, mais je gagne ce que je devais gagner. Tu sais, en fait, l'argent, c'est une denrée un peu particulière, tu vois. Quel que soit ce que nous faisons dans la vie, nous avons ce bien-là qui, en fait, constitue un élément particulier de notre vie. Hein? Et puis, tu constates que même si tu es docteur en économie, tu es spécialiste en ceci, en cela, tu es agrégé, tu es mécanicien, tu es soudeur, tu es banquier, il y a ce bien-là, l'argent. Ça tourne autour de l'argent. Et c'est un élément que nous ne savons pas, que nous ne connaissons pas. On ne connaît pas l'argent. C'est un peu comme hier, je le disais dans une séance, dans une animation donc, de formation, je disais, est-ce que vous connaissez l'argent? Vous ne connaissez pas l'argent? On pense connaître l'argent. Et après, c'est quand on est dribblé, quand l'argent nous dribble, qu'on se rend compte qu'en réalité, on ne connaît pas l'argent. Hein? On dit souvent, enfant, à quoi on cordonnier? En fait, il faut savoir, il faut apprendre à utiliser l'argent. Il faut découvrir l'argent, apprendre à utiliser l'argent
et arriver vraiment à dominer l'argent. Si vous arrivez à découvrir l'argent vraiment dans sa globalité, si vous arrivez à connaître les fonctions que l'argent est censé jouer dans la vie, dans laquelle nous sommes, vous arrivez à dominer l'argent. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est aujourd'hui. Et il y a beaucoup de mauvais comportements que nous développons face à l'argent qui font qu'aujourd'hui, l'argent nous domine. D'accord? C'est vrai que depuis un moment, on parle de Semaine mondiale de l'argent. C'est une activité qui existe mondialement depuis 2012, d'accord, initiée par une ONG internationale qu'on appelle CIFI, Child and Youth Finance International, basée aux Pays-Bas. Et une activité qui, en fait, a pour objectif de sensibiliser les enfants, les jeunes et les plus jeunes sur les questions d'argent. Comment est-ce qu'on cherche l'argent? Comment est-ce qu'on le dépense? Comment est-ce qu'on l'épargne? Comment est-ce qu'on l'investit? Et quels sont les droits que nous avons face à l'argent et quels sont les devoirs que nous avons face à l'argent. Vous voyez qu'une activité comme celle-là, qui a une dimension mondiale, orientée vers une cible particulière, pour nous, d'accord, qui l'organisons depuis 2018 au Bénin, ça se présente comme une activité un peu exclue, qui exclut, j'allais dire, qui exclut en fait une partie de la population. Et donc, depuis un moment, on a donné une dimension nationale à l'activité. Et depuis pratiquement 2 ans, nous parlons de la Semaine mondiale de l'argent, mais en même temps, nous parlons de la Semaine nationale de l'éducation financière, pour permettre en fait à d'autres couches de la population de pouvoir bénéficier donc de cette notion-là. D'accord? Parce que quand nous parlons de l'argent, on va parler donc de dépenses, parce que quand vous avez de l'argent, vous dépensez. Quand vous avez de l'argent, vous l'épargnez, vous l'investissez. D'accord? Il peut arriver même que vous n'ayez pas l'argent et que vous demandiez donc, que quelqu'un vous assiste, vous sollicite, vous accompagne. Et donc, dans ce cadre-là, vous allez solliciter un concours. Ça peut être dans une institution financière, ça peut être auprès d'un ami, etc. Donc, il y a le crédit. Donc, il y a pas mal de thématiques, d'accord, qui entourent l'argent. Et donc, aujourd'hui, et quand on parle de l'argent, systématiquement, on parle de la gestion de l'argent, on parle de la gestion de ses finances personnelles. Ça s'inscrit dans un cadre plus vaste, qu'on appelle l'éducation financière. C'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure d'éducation financière, d'inclusion financière. Il y a un lien, on peut peut-être en discuter. Allez-y. Mais je vais, avant même d'aller plus loin, je vais dire que la question a tellement préoccupé en fait nos autorités au plus haut niveau, au niveau donc de notre sous-région, Afrique de l'Ouest, que la Banque centrale y a réfléchi en élaborant un programme régional d'éducation financière. Ce programme qui, en fait, découle d'une stratégie régionale d'inclusion financière. Quand on parle de stratégie régionale d'inclusion financière, c'est un document régional qui donne des orientations sur comment est-ce qu'on peut faire de l'inclusion financière pour les populations de l'Afrique de l'Ouest. Et dans ce document, il y a un axe particulier qui est réservé, en fait, à l'éducation financière et la protection des consommateurs. Et donc, de ce document découle l'élaboration d'un programme régional d'éducation financière pour dire comment est-ce que nous voulons faire de l'éducation financière des populations dans de l'UEMOA. Donc, chaque pays de l'UEMOA doit pouvoir faire de l'éducation financière pour sa population. Et donc, ce document a été élaboré par la Banque centrale, disons, en 2020, adopté par tous les pays de l'UEMOA. Logiquement, c'est un document qui devrait être décliné en programme national d'éducation financière pour dire que la façon dont nous voulons faire de l'éducation financière au Bénin n'est pas forcément la même qu'on va utiliser pour faire de l'éducation financière au Togo, au Niger, au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce document, il est prévu clairement comment est-ce que l'éducation financière peut intégrer les curricula, le programme national, le programme d'enseignement au niveau de chaque pays. Et même en ce moment, je pense qu'il y a des travaux qui sont en cours, d'accord? Je fais même partie donc des formateurs au niveau donc de la Banque centrale pour former en fait les formateurs dans le cadre de ce programme régional d'éducation financière. Parce que justement, il y a des contenus qui ont été élaborés. La Banque centrale a mandaté disons, un cabinet, ou donc un groupe de cabinets, donc un consortium de cabinets, qui a élaboré des contenus en éducation financière et qui, avant donc d'élaborer ce contenu, a élaboré donc des contenus sur l'éducation financière. Et donc, avant d'élaborer ce contenu, a fait un travail, d'accord, au niveau donc des différents pays de l'UEMOA pour collecter en fait les besoins exprimés par les populations en termes d'éducation financière. Après ce travail-là, on a développé maintenant
des contenus, des modules, des cours en éducation financière. Donc aujourd'hui, il y a des cours qui ont été élaborés. D'accord. De la maternelle, maternelle, primaire, comment est-ce qu'on peut secondaire. parler d'argent à un enfant de maternelle? Bien sûr, un enfant de la maternelle, on peut parler de l'argent. Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas un test à écrire, mais on peut passer par l'image. D'accord? On peut apprendre à l'enfant comment épargner de l'argent quand on met juste une tirelire à côté de cet enfant-là et qu'on met une pièce de monnaie dans cette tirelire. C'est déjà une manière de lui dire, bon, écoute, on peut épargner de l'argent, on peut mettre des pièces de monnaie donc, dans cette tirelire. C'est déjà de l'épargne. Et à côté de ça, ce n'est pas seulement que d'argent qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on économise en fait les ressources naturelles? Cet enfant doit savoir à la maison, par exemple, que voilà, si on veut utiliser, disons, les ressources comme l'eau, comme l'électricité, comme, je vais dire, le charbon, comme le palmida, enfin, je vais dire, du savon, etc., on peut apprendre à cet enfant à, disons, économiser toutes ces ressources parce que en économisant ces ressources, ça a un impact sur les finances. Donc, on peut apprendre à l'enfant qui est à la maternelle, qui est au primaire, à épargner de l'argent de plusieurs manières. Voilà un peu ce que je peux dire pour dire que la thématique d'éducation financière est une thématique qui préoccupe en fait les autorités au plus haut niveau. Et puis, c'est quelque chose qui en fait devrait pouvoir nous aider à être inclus financièrement et une inclusion financière beaucoup plus responsable. Parce que là, désormais, vous acceptez d'accéder à des produits financiers, mais en toute responsabilité. Et quand c'est comme ça, vous le faites de façon durable. D'accord. Alors, aujourd'hui, ça fait quand même depuis 2012 qu'on est en train de parler de cette affaire. Est-ce que vous avez l'impression que vraiment des lignes ont bougé quand certaines personnes continuent de vous dire que l'argent c'est du papier, ça ne sert qu'à acheter des biens et services, et quand d'autres vous disent que voilà, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Quand on continue d'entendre ce genre de pensée fortement répandue dans l'opinion, est-ce qu'on a déjà atteint l'objectif ou on préfère travailler sur les enfants d'aujourd'hui qui vont devenir les adultes de demain? Non, mais un peu comme je l'ai dit, vous savez, c'est un concept qui a commencé, disons, notamment dans notre région, il n'y a pas très longtemps, même ça se faisait même depuis plusieurs années avec certains autres acteurs comme les institutions de microfinance qui, avant même de vous donner du crédit, passent par ces étapes d'éducation financière un peu sommaire. Aujourd'hui, la situation, le sujet est beaucoup plus abordé dans plusieurs sens, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que nous avons déjà atteint l'objectif. Parce que nous avons commencé par faire un travail. Et il faut qu'on arrive à un certain niveau pour dire, bon, mais là, nous, on est satisfait. Mais l'autre chose, c'est que, comme je le dis souvent, nous sommes des bois secs. Toi et moi, déjà, on est des bois secs. Hein. Il faut l'avouer. Il y a des comportements qu'on a eu le temps de développer qui sont déjà ancrés en nous. Aujourd'hui, on a du mal à revenir sur nos pas. Mais par contre, on peut travailler aujourd'hui sur les enfants pour espérer que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, qu'on puisse avoir donc des Béninois ou des Africains de type nouveau. C'est-à-dire que des jeunes qui pourront prendre des décisions financières en toute responsabilité, des décisions financières de façon éclairée. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on continue de développer de mauvais comportements, même si après une formation, on dit « Ah oui, c'est vrai, ce que le formateur a dit, c'est vrai, il a raison et tout ». Quand on sort, on pose toujours l'acte, le mauvais acte. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore vraiment pu, disons, inscrire ça dans notre ADN. Ce n'est pas encore dans notre ADN. On continue de faire vraiment, de développer donc, nos mauvais comportements, alors qu'à l'école, c'est quelque chose qui pourrait vraiment impacter notre quotidien. On nous a appris à l'école, avant de traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite. C'est bien ça. Aujourd'hui, si tu sors de l'OATB tout de suite là, tu peux pas traverser la voie là sans regarder à gauche et à droite. C'est devenu un réflexe. Exact. C'est comme ça que les enfants qui seront éduqués financièrement à travers des modules, des cours, etc., pourront réagir d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans. Quand on leur donne de l'argent, ils doivent se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais d'abord, est-ce que j'utilise ça, est-ce que j'épargne ça, est-ce que j'investis, etc., avant de poser l'acte. Très bien. Merci beaucoup à vous, Armel Alavon. On aurait aimé vous avoir encore un peu plus longtemps pour continuer à décrypter la question. Malheureusement, il est temps pour nous de nous arrêter parce qu'on a d'autres rendez-vous juste derrière. Et le rendez-vous, justement, c'est décortiquer ces 2 matchs des Guépards à venir. Nous serons tout à l'heure en direct avec des acteurs clés d'Urban qui vont intervenir dans cette émission. La semaine de l'argent. Certes, ça va passer, mais on va continuer par parler d'éducation et d'inclusion financière. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, le sujet d'actualité, et puis ça préoccupe tout le monde. Merci beaucoup, Armel. Merci à vous aussi. Alors, un dernier mot. Hein. Comme je l'ai dit souvent et depuis un moment, je l'ai dit, l'éducation financière se résume en cette phrase. Dépenser sagement, épargner régulièrement et investir prudemment. Si on arrive
apprendre ces 3 éléments, je pense qu'on doit pouvoir réussir dans l'éducation financière. Merci Armel. Merci, à bientôt. Passez une bonne journée de mercredi. 5 sur 7 matin. Allez, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion avec mes francs-parleurs de ce mercredi. À tout de suite. Peut-on ou doit-on rêver de Coupe du Monde? Le Bénin affronte le Zimbabwe et l'Afrique du Sud dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bien positionné dans le groupe C, évidemment, le Bénin a la possibilité de réaliser une bonne opération sur les 2 rencontres et donner davantage forme à un rêve américain. On vous présente ces 2 matchs à venir des Guépards, les enjeux et les ambitions de la sélection nationale. Avec moi en plateau, Habib Ishola Aruna, chroniqueur sportif, commentateur pour A+ Bénin. Bonjour et bienvenue Habib. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir une fois encore sur 5 sur 7 matin pour opiner sur les Guépards. Un plaisir partagé. À côté de vous, Brice Hessou, consultant sportif. Bonjour et bienvenue Brice. Bonjour Eman, bonjour à toutes et à tous. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu par ici. C'est vrai, toujours un plaisir partagé d'être avec vous chaque matin. Très bien. Alors, Arnaud Akapo, vous êtes également avec nous. Bonjour et bienvenue, Arnaud. Bonjour, monde. Bonjour, téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes journaliste, chroniqueur sportif pour Cap FM. Merci d'être avec nous. Et en duplex depuis Durban, en Afrique du Sud, on a Blaise Adanko qui est donc aux côtés de la sélection nationale qu'on va retrouver. Blaise Adanko, Blaise, bonjour. On va retrouver Blaise tout à l'heure qui est toujours en train justement de coordonner avec l'équipe technique. Mais avant, on revient ici en plateau. Habib Ishola Aruna, est-ce que ces 2 matchs c'est déjà un virage décisif pour les Guépards? Oui, c'est un virage décisif. Enfin, on peut le dire ainsi, même si derrière il y a encore 4 autres rencontres après cette fenêtre, mais c'est décisif parce que c'est un peu compact en tête du groupe. Il y a 3 équipes à 7 points dans le Bénin, donc il y a un trio de tête. Après, donc si le Bénin fait moins bien évidemment que les 2 autres qui sont classés en termes de points que lui, à savoir le Rwanda et l'Afrique du Sud, évidemment que le Bénin va être décroché, ça va être compliqué parce qu'il y a dans ce groupe la situation est quand même un peu anormale parce qu'on sent que le Nigeria, malgré tout, même si le Nigeria est en retrait, c'est que le Nigeria n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, sur ces 2 rendez-vous, il faut prendre des points. Évidemment, si le Bénin veut continuer à rêver de la Coupe du Monde, il faut prendre des points. Mais tout n'est pas facile parce qu'à plusieurs égards, ça paraît quand même un rassemblement assez compliqué pour les Guépards du Bénin. Brice Hessou, rassemblement compliqué, c'est votre avis aussi? Ou on doit jouer sans complexe? Moi, je pense qu'il faut jouer sans complexe. On a tout à gagner durant ces 2 matchs, à l'issue de ces 2 matchs. Moi, je pense que ce n'est pas un match décisif, ce n'est pas 2 matchs décisifs, mais 2 matchs importants. Parce qu'il y a encore 4 matchs derrière. On est devant le Nigeria qui est le favori du groupe. Mais il serait intéressant de revenir avec les 6 points à l'issue de ces 2 matchs, ce qui nous placera à une meilleure place pour la suite des éliminatoires. Parce que gagner ces 2 matchs vous assure d'être toujours devant au moins de 2-3 équipes, voire même 4 équipes sur les 5 autres équipes du groupe, ce qui nous place en ballottage favorable pour la suite de la compétition. Le prochain match va être très très important parce que c'est le match contre la lanterne rouge du groupe, même si le Zimbabwe n'est pas non plus une petite équipe. Mais gagner ce match à l'extérieur nous donnera plus j'ai envie de dire, plus de tripes pour aller affronter l'Afrique du Sud lors de ce match au niveau d'Abidjan. Alors, Arnaud Akapo, est-ce que le fait d'être qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations va libérer un peu ce groupe des Guépards, vous pensez, pour aborder ces 2 matchs à venir avec beaucoup plus de certitude? Obligatoirement, parce que c'était un objectif pour Guénotre. Il a atteint. Déjà, lorsque vous voyez dans un groupe où il y a le Nigeria, la Libye, quand on voit un peu la façon dont c'est qualifié, et donc ça a libéré. Pour moi, ces matchs-là, c'est vrai, ce n'est pas encore la dernière journée, ce ne sont pas les 2 dernières journées, mais ce sont des matchs décisifs. Lorsque le Bénin, on parle de 5e, 6e journée, vous faites la moitié des chemins. Si on gagne ces 2 matchs-là, ça dit on se positionne carrément comme étant un favori. Actuellement, on est
On est 3e, même avec égalité de points avec l'Afrique du Sud. On joue l'Afrique du Sud qui est un adversaire direct lors de la 6e journée. Imaginez qu'on gagne le Rwanda et on reçoit l'Afrique du Sud à domicile. 6 points, ça nous positionne directement comme étant un leader de ce groupe-là. C'est vrai, même si le Rwanda aussi est devant et doit jouer. Et donc, pour moi, il faut absolument bien négocier ce virage-là, qui est un tournant décisif parce que lorsqu'on gagne ces matchs, on se positionne, les adversaires se disent attention, le Bénin n'est plus un petit morceau. Et donc forcément, moralement, ça nous positionne étant comme un adversaire sérieux à prendre, à jouer dans ce groupe-là. Donc pour moi, il faut aller négocier à fond, surtout que pour la Coupe d'Afrique, on est déjà libre. C'est le moment d'aller jouer à fond ces éliminatoires. En tout cas, ces 2 prochaines journées. Alors, Habib Ishola Aruna, est-ce que le Bénin devrait-il faire de cette Coupe du Monde un objectif? Alors, moi, je reste en fait très partagé. Pour moi, je n'ai pas une réponse tranchée, mais je trouve quand même que, enfin, un objectif primordial pour moi, je peux me dire que c'est parce que, enfin, ça peut me paraître exagéré, un peu sorti de la réalité. Il y a un début de campagne de Coupe du Monde qui est très réussi, ça arrive rarement, avec les Guépards. Il faut surfer là-dessus. Mais moi, je suis encore de ceux qui pensent que, pour moi, cette campagne doit principalement servir à préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'au prochain rendez-vous de la CAN, le Bénin ne va pas, même si c'est un retour que le Bénin fait, le Bénin ne va pas être considéré comme un petit poussé, comme une équipe qui vient pour apprendre. Le Bénin va être considéré comme une équipe qui va viser le second tour, va viser au moins une première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour moi, cette campagne de la Coupe du Monde doit s'inscrire dans ce sens. Et quand je parlais de ce rassemblement, qui me paraît quand même un peu compliqué à plusieurs égards, ce n'est pas par rapport forcément à la carte de visite des adversaire qui est en face. C'est par rapport à un certain nombre de contingences qui ne sont pas réguliers avec l'équipe, c'est-à-dire c'est un long déplacement qu'il faut faire. Ceux qui ont quitté le Bénin sont allés en Afrique du Sud, ceux qui vont quitter l'Europe sont allés en Afrique du Sud. Après, il faut faire un autre long déplacement pour revenir en Côte d'Ivoire et tout ça, les 2 rencontres se jouent à 4 journées d'intervalle. Il faut gérer la récupération. Voilà, 4 jours d'intervalle plutôt. Donc, il faut gérer la récupération et quand on intègre le facteur que au moment où nous parlons, la plupart quand même des tauliers de l'équipe, beaucoup ne jouent pas. Quand vous parlez aujourd'hui de Steve Mounier qui va débuter capitaine et titulaire, c'est un joueur, c'est peut-être sa saison la moins aboutie en termes de temps de jeu depuis qu'on le connaît. Même les saisons où il est blessé, parfois il joue encore mieux que cette saison. Donc quand on mène ensemble un junior là étant qui est toujours sur un courant intermittent, donc quand on met ces éléments ensemble, pour moi ça paraît assez compliqué. Et quand on ajoute le climat en Afrique du Sud et autres, donc évidemment il faut jouer à fond. Et l'autre facteur, vous avez posé la question à Arnaud, ça peut avoir un réveil de savoir est-ce que les Béninois sont libérés après la CAN? Oui, mais attention à ne pas être aussi trop libéré, parce que c'est le premier rassemblement après la qualification pour la CAN. Attention à rester concentré sur cet objectif, mais globalement, je reste de ceux qui pensent qu'il faut surtout profiter de ces 6 matchs à venir pour vraiment préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Brice Hessoum, lorsqu'on voit aujourd'hui, Habib a commencé par le dire, le groupe des Guépards, les tauliers qui d'habitude portent l'équipe, notamment le capitaine Steve Mounier, traverse une période assez difficile en club, pas assez de temps de jeu. Pour autant, la réalité en club n'est pas la réalité en sélection. On voit des joueurs qui ne performent pas en club, mais qui en sélection se transcendent totalement. Tout à fait. L'inverse aussi est possible. Des joueurs qui sont flamboyants dans leur club, mais en sélection ont du mal à s'imposer. On l'a vu avec des joueurs comme Jodel Dossou, qui sont arrivés en équipe nationale, même si par moment vers la fin des matchs, on sent que physiquement, il ne tient pas, mais qui a quand même, de façon globale, un rendement assez conséquent quand il vient dans l'équipe nationale, parce que c'est le niveau international. Vous défendez les couleurs de votre pays. C'est autre chose qui vous anime quand vous êtes en équipe nationale par rapport à ce que vous faites dans votre club. Donc, le fait de ne pas jouer régulièrement, c'est pas bon. C'est toujours important pour des joueurs d'être toujours en compétition, d'avoir du temps de jeu dans les jambes avant de venir en équipe nationale. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'on voit que c'est des tauliers des équipes nationales, surtout en Afrique, pour moi, ça n'a jamais été un frein ou un problème pour un joueur qui ne joue pas dans son club au niveau des sélections nationales en Afrique. Parce qu'en Afrique, le football un peu particulier, c'est un football physique, c'est un football un peu, j'ai envie de dire, encore un peu rudimentaire, si vous me permettez l'expression, même si les équipes du Maghreb essaient de sortir un peu de l'eau. Donc quand vous venez, on tape beaucoup plus sur l'état d'esprit
que vraiment sur la qualité et votre régularité au niveau de votre club. Après, on ne peut pas dire que Steve Mounié, ne jouant pas, ne peut pas être à 100% de sa forme. Steve Mounié, c'est Steve Mounié. Il n'a pas besoin non plus d'une centaine d'occasions pour vous mettre un but. Donc, on va espérer qu'il soit dans les meilleures conditions et que autour de lui, l'animation qui va être mise en place par le sélectionneur lui permette de se révéler. Certes, il n'est pas le seul. Aujourd'hui, il y a des gens qui manquent. Et au niveau de la défense, on est en train de se poser des questions parce qu'il n'y a ni Olivier Verdon, il n'y a ni Cédric Rontonji qui soit disponible pour ce rassemblement. On se pose des doutes. Est-ce que c'est Johan Roche? On a négocié ce cas de figure la dernière fois sans cet Olivier-là et ça a marché. C'est vrai, ça ne peut pas marcher à tous les coups, mais ça peut toujours... Tout à fait, mais quand même, c'est un point d'attention qu'il faut avoir et il faut préparer correctement. Monsieur Cédric Rontonji, vous devez être d'accord avec moi que les dernières prestations même de Cédric Rontonji, quand il n'est pas là, et quand il est là, sont quand même des prestations critiquables parce qu'on sent qu'à un contre un avec des joueurs d'une certaine vivacité, et vu l'âge que Cédric a, il tient pas. Donc pour moi, c'est peut-être un mal pour un bien parce que tôt ou tard, Cédric allait finir par céder sa place, il fallait vraiment revenir. Et l'avantage plutôt qui a pu compenser, qui permet de savoir que même l'absence de Cédric Verdon, on sait que depuis un moment, il n'a plus vraiment la tête en équipe nationale, même quand il vient, il n'est pas performant. L'avantage, c'est d'avoir peut-être eu la chance qu'un garçon comme Mohamed Tijani, critiqué à ses débuts, pas moi en premier, ait quand même pu prendre un peu le relais pour stabiliser un peu cette défense centrale. Alors, Habib Ishola, si vous permettez, on va faire un break et voir ce reportage que nous propose Blaise Adanko en direct donc de Durban qui nous parle de l'arrivée de Candace Fiogbe, ce jeune, la nouvelle trouvaille de Guénod Roh qui a intégré donc la tanière des Guépards. Les premiers jours de rassemblement, Blaise est revenu, tout ceci dans ce reportage qu'on vous propose, regardez. Entre dans la tanière, le néo-guépard pas encore bisouté, mais déjà pleinement intégré. Il s'entraîne avec intensité aux côtés de ses nouveaux coéquipiers avec la sélection béninoise. Là, vraiment, je suis très content déjà d'être ici. Et j'ai vu plein de trucs sur les réseaux sociaux et je pense que les Béninois ont hâte de me voir. Et donc voilà, je suis ici, je suis très content et j'ai hâte de montrer ce que j'ai fait. Les Guépards poursuivent leur préparation, étirement, dynamisation, mobilisation. 1h30 d'efforts pour remettre les organismes en route après un long voyage. On avait axé le travail de ce soir sur la récupération, bien sûr. À travers des thèmes qui sont bien connus, à savoir la mobilisation, la dynamisation et les étirements. On a fait ça à l'extérieur, à la plage, c'était vraiment très bien. On a travaillé 45 minutes à peu près, ce qui est suffisant pour une première séance. Et puis on a préféré faire le travail de dynamisation sous forme ludique pour la cohésion du groupe, parce que les garçons étaient contents de se retrouver. Donc ça permettait de faire un petit jeu sur la plage. Et on a, avec nos 15 joueurs qui étaient là, utilisé pendant 1h30 les bonnes conditions de travail qu'on peut avoir autour de l'hôtel. Guénod Roh supervise, concentré. Le temps presse et l'équipe doit être prête. À moins de 112 heures du choc face au Zimbabwe, la sérénité est de mise. Pas d'essai, pas d'euphorie, juste du travail et de la discipline. Ce match-là, on va l'aborder avec, comme toujours, le souci de le gagner. Quand vous jouez un match de football, c'est pour jouer la victoire, même si c'est à l'extérieur. Et puis, des renforts de taille. Tamimou Orou et le capitaine Steve Mounié arrivent. Poignée de main, accolade chaleureuse. Le groupe se retrouve et l'unité se renforce. Pas de répit. À peine arrivé, ce sera direction le fitness pour un travail cardio intense avec le reste du groupe. Pas question de perdre une minute. Voilà, et on reste donc à Durban pour retrouver Blaise Adanko et Jodel Dossou qui sont en duplex donc de la 3e ville d'Afrique du Sud. Messieurs, bonjour. Bonjour Jodel, merci de nous rejoindre sur 5 sur 7 matin. Bonjour Blaise, bonjour. Bonjour Jodel, bonjour Herman, bonjour à tout le plateau et bonjour également à tout le public sportif béninois. Alors Jodel, comment est-ce que vous vivez ce rassemblement des Guépards? C'est le premier rassemblement après la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que cette qualification vous a un peu libéré pour mieux appréhender, on va dire, ces 2 matchs à venir?
Oui, déjà, on est bien arrivé. On a fait un voyage très long qui était très épuisant, très fatigant. Donc, du coup, je pense que tous, autant que nous sommes, on est beaucoup plus libérés, on est beaucoup plus calme, on est plus serein. Voilà, on sait très bien qu'on a deux matchs très difficiles à négocier. Donc, on va essayer de bien se préparer. C'est vrai, le temps, il est trop court. Mais bon, on se connaît déjà. On est un groupe qui est assez solidaire, on se connaît tous. Donc, je pense que le coach va mettre le dispositif en place et afin qu'on puisse bien se comporter dans ces deux rencontres. Alors, votre état de forme, on s'interroge, ou beaucoup s'interrogent sur votre état de forme. Vous qui avez changé récemment de club, vous jouez actuellement au Luxembourg. Comment est-ce que vous vous sentez personnellement, physiquement, mentalement? Physiquement, j'ai retrouvé du temps de jeu, c'est ce qui est très important. Là, j'ai fait 3 matchs de 90 minutes dans les jambes, j'ai retrouvé de la compétition. Et ça m'aide bien à me mettre en jambes et tout. Donc voilà, pour moi, c'est vrai, la dernière fois, j'ai eu une petite alerte aux adducteurs, ce qui a fait que le doc n'a pas voulu prendre de risque. Donc j'étais mis au repos pour le match de la Coupe le week-end dernier. Et après, j'ai rejoué face à le week-end dernier, j'ai joué 25 minutes dans le jeu. J'ai fait une passe D, mais je me sens bien. Et là, je suis en train de retrouver de la compétition et je suis très, très content. Alors justement, quel sera votre rôle auprès des Guépards pour ces 2 matchs? Est-ce que vous candidatez pour une place de titulaire? Est-ce que vous vous sentez prêt pour une place de titulaire actuellement? Autant que nous sommes, tous les joueurs veulent jouer. Donc après, c'est le coach qui décide. Moi, je suis là pour aider le groupe, apporter mon expérience au groupe et tout. Donc voilà, on a un groupe très jeune, donc les encadrer et essayer d'apporter ma petite expérience. Tant que le coach il me fait confiance, il m'appelle, moi je suis là et à défendre les couleurs de ma nation. Et quel est l'objectif du groupe? Qu'est-ce qui se dit au sein du groupe? L'objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde ou c'est on va essayer? Est-ce que vous vous êtes fixé pour objectif d'aller à cette Coupe du Monde-là? Il faut rêver grand, hein. Comme on le dit, la canne est déjà dans la poche. Maintenant, on se fixe d'autres objectifs. Maintenant, on sait très bien qu'on a les moyens d'y parvenir. On se connaît bien, on a un groupe très solidaire. Et je pense que on va tout faire quand même parce qu'on a une très bonne chance de participer à cette Coupe du Monde. Donc, on est bien parti dans le groupe. Après, il y a ces 2 matchs qui sont à l'horizon. Voilà, il va falloir bien les négocier parce que je pense que si on négocie ces 2 matchs, on est vraiment bien positionné pour atteindre nos objectifs. Merci beaucoup à vous, Jodel. On va vous laisser partir puisque vous devez descendre pour le petit déjeuner. On a grignoté quelques minutes dans votre temps. On vous laisse partir. Allez, vous passez une excellente journée. Merci, bonne journée à vous et très bonne suite au plateau. Merci, Jodel Dossou. Alors, messieurs, on revient sur ce plateau avant de retrouver tout à l'heure Blaise Adanko qui va nous donner les dernières informations. L'état d'esprit déjà de Jodel Dossou, qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est positif, c'est bon, c'est ce qu'on demande. Il faut regarder vers l'avant et c'est ce qu'on demande et il fait. Et pour rebondir rapidement sur l'objectif qu'il dit, la canne est dans la poche, il faut viser haut. En visant haut, on peut ne pas atteindre, mais c'est déjà bien. Et il ne faut pas oublier, Guénotro disait qu'il voulait qualifier. C'est vrai, on prenait ça pour de la démagogie. Il disait qu'il voulait qualifier le Bénin pour la Coupe du Monde. Maintenant, peut-être que... la dernière Coupe du Monde. Oui. C'était la dernière c'est la Coupe du Monde qui est passée. C'est la Coupe du Monde. Donc, on constate que l'objectif a été différé. Sur une nouvelle Coupe du Monde et il est bien positionné. On peut quand même dire que Coupe du Monde, c'est Coupe du Monde et ça peut se faire. En faisant comme ça, c'est-à-dire en mettant la barre assez haut, on peut peut-être ne pas sauter la barre, mais atteindre la barre. Et donc, je pense que, c'est comme le dit, c'est en mangeant que l'appétit vient. Et donc, ces deux matchs-là peuvent aboutir à des victoires et dire, attention, le Pénin est sur une bonne route. Pourquoi pas. Comme le dit l'adage, visez la lune, au pire, vous allez atteindre les étoiles. Alors, Brice Ressou, revenons à notre équipe, à nos Guépards. Est-ce qu'on a aujourd'hui un effectif taillé pour aller rivaliser avec les autres? Guénotro a misé sur la cohésion de l'équipe, l'état d'esprit et ceux qui ont vraiment envie de participer à cette aventure avec l'équipe nationale. Je pense que c'est la bonne posture qu'il faut avoir. Aujourd'hui, ceux qui sont là sont contents d'être là et sont fiers d'être là. Il y a quelques
tauliers qui ont des pépins physiques qui n'ont pas pu être là. C'est dit que, pardon, Lieu Verdon, lui, a été écarté pour des raisons de discipline. Mais je pense qu'on a déjà connu une situation similaire lors du dernier rassemblement où on a pu se qualifier pour la CAN. Donc aujourd'hui, l'entraîneur a assez de moyens, a les joueurs qu'il faut pour quand même rivaliser. Et pourquoi pas battre le Zimbabwe à l'extérieur et après assurer une seconde victoire au niveau de la Côte d'Ivoire face à l'Afrique du Sud. Habib Bichola, on sait qu'une double victoire du Bénin, donc une victoire précieuse à l'extérieur face au Zimbabwe et une victoire à domicile donc à Abidjan face à l'Afrique du Sud offre 6 points au Bénin. À partir de ce moment, forcément, dans la tête de tout le monde, on va commencer par être euphorique. Oui, mais après, c'est aller chercher les 6 points qui est beaucoup plus compliqué parce que je ne sais pas si on fait le point du Bénin ces dernières années, je ne sais pas combien de fois. Enfin, je n'ai pas en mémoire qu'on ait gagné 2 matchs de suite. Donc ça va être peut-être un objectif qu'il faut aller viser. 2 matchs de suite, on a gagné face au Nigeria et face au Rwanda à domicile en juin dernier. 0-2. Ok, d'accord, parce que ça m'était sorti de l'esprit. Donc c'est jouable. C'est jouable, même si ici, parce que moi, je remets, et vous avez dû entendre Chodet Dossou l'a également dit, voyage long et épuisant. Quand un joueur qui a passé la trentaine en Afrique vous le dit, c'est que c'est vraiment épuisant et ça peut impacter la récupération. L'essentiel, c'est pour moi, s'il faut viser quelque chose de plus raisonnable, c'est peut-être 4 points. C'est-à-dire en se disant, soit on gagne le Zimbabwe là-bas, et même en prenant un point face à l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, c'est pas si mauvais que ça. Soit c'est l'inverse qu'on fait, c'est-à-dire même en partant avec un point de l'Afrique du Sud face au Zimbabwe et en réussissant à battre l'Afrique du Sud. Parce qu'autant le Bénin l'a petit, je peux vous dire la situation du Nigeria donne la petit à tout le monde dans le groupe. Tout à fait. Donc ça veut dire que les Sud-Africains, et plus que les Guépards, les Sud-Africains vont se dire dans ce tournant. Légitimement. Si on prend 6 points, c'est que franchement, on va être difficile à aller chercher par cette équipe du Nigeria. Donc, autant le Bénin élève ses ambitions, je peux vous dire que les autres aussi élèvent leurs ambitions. Donc, ça va être quand même des matchs. Ce qui est bien et sur lequel le Bénin peut surfer, c'est que même les Guépards ont appris à gagner dans la douleur. Même quand le contenu n'est pas très clinquant, c'est pas extraordinaire, c'est que l'équipe a appris à jouer à 11, à défendre ensemble, à attaquer ensemble et à pouvoir surprendre quelquefois l'adversaire. Donc, ça fait que, c'est là où je rejoins Briskin, dit qu'effectivement, ces matchs se jouent en grande partie sur l'état d'esprit. Donc, si on remet un certain état d'esprit en place, tout peut arriver. Après, si ça ne se passe pas bien aussi, ce n'est pas non plus la fin. Voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Oui. On va essayer de rejoindre Blaise à présent, Blaise en direct de Durban. Blaise, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur l'état d'esprit du groupe, l'ambiance qui prévaut dans la tanière des Guépards? Alors bonjour Herman, bonjour à tous. Je crois que parlant d'état d'esprit du groupe et également d'ambiance, l'ambiance elle est très très bonne au sein de l'effectif, notamment avec les joueurs qui ont rejoint donc le groupe. Les autres joueurs, à l'exception seulement de Matteo Arnevi qui pour des problèmes donc de vol, va rejoindre le reste du groupe du côté d'Abidjan. Mais soyez rassurés, l'équipe a effectué hier l'avant-dernière séance d'entraînement et avant donc la reconnaissance de terrain ce mercredi du côté du Moses Mabhida Stadium. Alors justement, quel a été le contenu de cette séance d'entraînement des Guépards hier? Alors le contenu de la séance, elle a été vraiment simple. Vous savez qu'il y a eu des joueurs qui ont rejoint le groupe donc hier. Et donc pour ces joueurs, ça a été véritablement des exercices d'étirement et également de dynamisation, comme pour la première vague qui a eu le temps donc d'aller travailler sur la plage de Durban. Et après cela, il y a eu également des exercices, je vais dire des ateliers de conservation de balles, de précision, notamment dans les passes. Et ensuite, il y a eu une confrontation. Les joueurs se sont départagés en deux groupes pour pouvoir faire une confrontation. Et ensuite, à la suite de ça, il y a eu également un petit exercice quand même de réveil et de concentration surtout. Ça a été très important
pour voir est-ce que les joueurs sont à l'écoute. Et je crois que c'était avec beaucoup de sourire que les Guépards se sont retrouvés, très heureux de se retrouver, notamment après la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, où c'était également dans le dur du côté de Tripoli en Libye. Et est-ce que vous avez pu discuter avec certains de nos Guépards, de nos joueurs? Qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'ils ont vraiment en tête d'aller battre cette équipe du Zimbabwe là, à l'extérieur, prendre 3 points, ce qui serait déjà crucial et important pour la suite de cette aventure? Une chose est sûre, Herman Amegan, c'est que lors de la première séance d'entraînement du côté de Durban Beach, on a eu le temps de discuter avec certains joueurs, ceux-là qui notamment le gardien de but, lui qui est en Afrique du Sud, qui évolue en 2e division, mais lui, il est plutôt dans la ville de Pretoria. Il a eu un vol moins long que les autres, et donc lui connaît très bien le milieu, et je ne vais pas dire que lui seul, parce que le Bénin a joué deux rencontres déjà en Afrique du Sud au mois de novembre dernier. Oui, une défaite face à l'Afrique du Sud, un match nul face à l'équipe du Lesotho, et ce serait vraiment très, très, très bien pour le Bénin de repartir de Durban avec une victoire, parce qu'il y a eu une défaite, un match nul, et donc pourquoi ne pas terminer l'aventure sud-africaine avec une victoire? De toute façon, c'est des joueurs qui sont conscients, et dans les discussions, beaucoup restent concentrés et focus comme Gernot Rohr sur cet objectif reparti de Durban avec une victoire face au Zimbabwe. Ce qui est sûr, et comme l'a martelé Gernot Rohr lors des différentes interviews qu'il nous a accordées ici, c'est que ça ne sera pas facile, mais avec la cohésion, la solidarité et notamment l'état d'esprit de ce groupe, un état d'esprit retrouvé lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, le Bénin peut aller chercher une victoire. Merci beaucoup à vous, Blaise Adanko, pour toutes ces informations. On vous souhaite une bonne journée à Durban. On espère qu'il fait beau, n'est-ce pas, Blaise? Il fait beau à Durban, non? Il fait très beau. Il fait très beau. On est arrivé dans un climat un peu... Il faisait, je crois, 15 degrés quand nous sommes arrivés à Johannesburg, à Durban. Le temps, il est assez beau. Ce matin, très beau soleil. Et dans l'après-midi, on sera bien évidemment au Moses Mabhida Stadium pour suivre les séances d'entraînement, les reconnaissances de terrain du Zimbabwe, mais également de l'équipe béninoise. Très bien, Blaise. Profitez aussi de la plage de Durban et faites-vous plaisir. N'oubliez pas. Je vous connais. Très bien. Merci. Très bon vivant. Merci. Vous passez une excellente journée. On revient ici en plateau. Monsieur Habib Ishola Aruna, on sait que certes, le Zimbabwe est actuellement dernier de ce groupe C, mais le Zimbabwe aussi est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'on oublie de dire très souvent. Oui, parce que, enfin, et puis vous savez, les formules de qualification de Coupe du Monde, de Coupe d'Afrique qui s'imbriquent, c'est parfois un peu compliqué. Et puis le Zimbabwe, évidemment, je ne crois pas qu'ils aient encore en tête se qualifier pour la Coupe du Monde, mais eux, c'est clair que ça va être ces rassemblements, se préparer bien pour la Coupe d'Afrique des Nations, renforcer la cohésion du groupe, essayer de renforcer l'identité de jeu. Donc, quand vous jouez aussi face à des équipes qui n'ont plus rien à perdre, parfois c'est compliqué, parce que ça veut dire que le Zimbabwe va sans doute jouer avec insouciance, ils vont essayer de mettre en place. Ça peut laisser des possibilités aux Guépards, comme ça peut bousculer davantage cette équipe des Guépards. L'un dans l'autre, évidemment, sur ce match, ça se joue au Zimbabwe, ça se joue en Afrique du Sud, parce que le Zimbabwe est sans doute dans les mêmes difficultés que le Bénin à avoir un terrain homologué. Donc, ok, ça enlève un peu de pression, quoi qu'on dise, du fait que le match, même si ça se joue, même si ça paraît match à l'extérieur, ça se joue quand même en Afrique du Sud. Et pour moi, le Bénin a quand même un petit quelque chose de plus, tout au moins sur l'état d'esprit par rapport à l'équipe du Zimbabwe. Alors, Arnaud Akekpo, résultat autre, d'accord, qu'un match nul ou une victoire du Bénin, est-ce que ça va être compliqué? Forcément, ça va être compliqué. Imaginez que le Bénin, contre le Zimbabwe, perde ce match-là, perd 3 points, et que derrière, le Nigeria gagne son match déjà. Vous venez recevoir l'Afrique du Sud à domicile. Peut-être l'Afrique du Sud gagne là-bas. Ça déjà met une pression supplémentaire. Et donc, ça met de la difficulté pour le Bénin qui ambitionne. Allez, on a écouté Jodel dessous. Et donc, si vous perdez ce match, c'est que vous êtes en difficulté. Donc, forcément, il faut aller chercher un résultat positif sur ce match-là. Pour moi, même le nul, c'est vrai, le Zimbabwe n'est pas une petite nation, très petite nation, mais sur ce coup-là, pardon, on est à l'extérieur, mais le Zimbabwe n'est pas à la maison. Même si c'est à l'extérieur, le Zimbabwe aussi quasiment à l'extérieur, en Afrique du Sud. Enfin, pour moi, le schéma qui serait critiquable pour cette Guépards,
c'est de sortir avec 0 points. Oui, même si les Guépards sortent avec 3 points, pour moi, je crois que ce ne sera pas... Je ne suis pas dur, mais la campagne, enfin, ce virage n'aura pas été si mal négocié. Ce ne sera pas idéal, mais même s'ils s'en sortent avec 3 points... Je ne suis pas dur, mais je suis peut-être plus exigeant avec Guépards, parce que je me dis que... la valeur quand même des Guépards. À un moment donné, là où ils sont, ils doivent pouvoir compter sur... surfer sur ce qu'ils ont pu faire ces derniers temps. Sur la vague, pouvoir aller. C'est vrai, le Bénin n'a pas une équipe extraordinaire, des joueurs qui sont dans première division titulaire, mais sur l'état d'esprit, sur la cohésion. Aujourd'hui, j'estime que Guinée 3 a mis un système en place qui permet au Guépard de pouvoir gagner. Et c'est le système qui joue. Ce n'est pas l'individualité. Aujourd'hui, on n'a pas des individualités. Il faut jouer sur le collectif, jouer sur le mental, jouer sur l'état d'esprit. Dire, écoutez, on met ce système en place. Ceux qui sont dedans jouent. Et puis, si ce n'est pas bon, on les jette. Comme il a fait à certains pour cas d'indiscipline. Donc, il faut surfer sur ce modèle-là et dire, écoutez, c'est une équipe qui joue, bloque et foncer comme ça. Et puis, on est capable d'aller le faire, d'aller le chercher. Le Zimbabwe aussi, c'est vrai. En Afrique du Sud, n'a pas eu de gros succès. Je crois qu'ils ont joué 7, c'est vrai, le Nigeria, l'Afrique du Sud, mais c'est perdu. Donc, il faut tenir ce discours-là pour leur dire, cette équipe-là, on peut aller la chercher, on peut aller la battre, et puis bon, voilà. Alors, Brice Hessou, quel doit être le discours, selon vous, de Guinotro? S'il dit, écoutez les gars, il faut qu'on aille à la Coupe du Monde, est-ce que ce n'est pas mettre davantage la pression sur le joueur? Quel doit être son discours? Faites-vous plaisir ou, les gars, on doit aller à la Coupe du Monde? Non, c'est une compétition. C'est une compétition quand vous êtes compétiteur, vous êtes professionnel, vous jouez une compétition pour aller au bout, pour la gagner. On ne peut pas aujourd'hui s'auto-censurer en se mettant une limite, en disant, bon, faisons-nous plaisir, comme l'a dit Habib, se préparer pour la CAN. Moi, je pense que c'est une compétition. On est encore en lice pour la victoire finale de ce groupe. Il faut la jouer, il faut jouer la compétition jusqu'au bout. Et le discours doit être, c'est un match très important, mais je dis encore, ce n'est pas décisif. C'est un match très important qu'il faut bien négocier à l'extérieur. Et après, on fait tout pour qu'à la fin des 90 minutes, on puisse être dans une situation qui ne soit pas défavorable pour la suite de la compétition. Donc ça suppose qu'on défend bien et les peu ou les rares occasions potentielles qu'on aura, on doit savoir les mettre au fond. Parce que je le dis encore, le Bénin... Écoutez, on est à l'extérieur. Je prends le cas de la Libye. On a vu le match aller au niveau du côté de Abidjan. Le Bénin a quasiment marché sur la Libye. En termes de position de jeu. Mais au match retour, c'était complètement différent. Le contexte. J'en viens. Même si on dit qu'on a été dans un environnement hostile, mais vous êtes à l'extérieur. Vous ne voulez pas vous attendre qu'on vous accueille comme des rois, comme si vous étiez chez vous. Donc aujourd'hui, si toutes les autres équipes du groupe y sont allées, aujourd'hui, si on sort de là en marquant 0 point, il faut considérer le fait qu'un match qui se joue à l'extérieur, demain, un match à l'extérieur en Afrique. Peut-être en Europe, ce n'est plus le cas, mais en Afrique, les matchs à l'extérieur sont très importants. Joue en Afrique du Sud. On l'a vu avec le Nigeria. Les matchs perdus du Nigeria, en général, c'est des matchs à l'extérieur. Oui, je rappelle, le Zimbabwe joue en Afrique du Sud. Et même au Zimbabwe, j'avais même oublié, ils ont même perdu contre les autres. C'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais le Zimbabwe joue même en Afrique du Sud. Donc, il n'y a pas même la pression du public zimbabwéen. C'est vrai, même s'ils ne sont pas loin. Je ne sais pas s'ils vont faire assez de déplacements pour venir embêter et mettre toute cette pression. Mon propos, ce n'est pas par rapport au Zimbabwe, pas par rapport au Bénin. L'état d'esprit des Guépards, ils vont se dire qu'ils sont à l'extérieur. Non, ils doivent se mettre dans la tête que bon, ils sont pas aussi à l'extérieur que ça, que l'équipe qui reçoit aussi, bon, n'est pas aussi fameuse et surtout en Afrique du Sud. Voilà. En tout cas, très bien. Moi. Alors, messieurs, le match est pour demain. Les Guépards finalement n'auront eu qu'une seule journée, on va dire presque de demi. Une journée et demie parce qu'il y aura la séance d'aujourd'hui, mais on s'imagine une séance de veille de match, ce ne sera pas vraiment très intense, ce ne sera pas très prononcé et donc forcément il va falloir faire reposer les muscles. Ça va se jouer aussi à cela, la fraîcheur physique. Oui, et ça pour moi ça reste un élément assez déterminant. C'est vrai que Brice m'a expliqué que quand on joue en Afrique, on n'a pas besoin forcément de jouer beaucoup en club et que c'est un état d'esprit, que les compétitions en Afrique sont différentes. Je partage ça, mais en fait nous sommes en mars. Nous sommes en mars, donc en mars, après, si vous n'avez pas de rythme, c'est un peu compliqué, puisque si c'est jusqu'en novembre, il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont pas atteint la plénitude de leur niveau. Même Mbappé, on a pu voir que c'est à partir de décembre qu'il a pu décoller avec le changement de club. Mais à partir de mars, si vous ne jouez pas, et vous avez vu toute la difficulté, Guinotro, en conférence de presse, a expliqué la situation de Steve Mounier. Il a dû le défendre en disant oui, il ne joue pas beaucoup, mais les fois où il joue, il tape le ballon sur le poteau. Bon, évidemment. Il ne faut pas non plus prendre ça au premier degré. Oui, mais en fait, c'est pour expliquer toute la difficulté. Et même sur cette précédente conférence de presse, je crois le dernier en novembre, il regrettait qu'il y ait beaucoup de
Guépard qui ne joue pas. Donc, la condition physique, pour moi, peut être un facteur, surtout quand on va jouer. Mais à côté, c'est vrai qu'on se à des joueurs comme à une équipe comme le Zimbabwe, où les joueurs ne sont pas pour la plupart du temps en Europe. Beaucoup vont jouer en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, dans leur région. Il y en a beaucoup qui jouent aussi dans des divisions inférieures en Angleterre. Ils ont même un joueur qui évolue à Wolverhampton. Oui, justement. Mais ça suppose que, vous voyez déjà, c'est un peu moins compliqué avec nos cadres. Parce qu'ici, en fait, nous parlons d'un certain nombre de tollés. Steve Mounier, même quand il joue, en sélection, c'est un bon match, un match moins bon, un bon match, un match moins bon. Bon, là, maintenant, il ne joue pas du tout. Je ne dis pas qu'il ne va pas être bon. Il peut être bon parce qu'après, c'est à l'orgueil. Il peut l'emporter. Mais c'est pour dire que, une fois encore, ce n'est pas vraiment... si on est arrivé... Habib, à part Steve Mounier, si vous permettez, à part Steve Mounier, vraiment, les autres ont quand même plus ou moins du temps de jeu dans leur club. Lorsqu'on essaie de voir à peu près sur la ligne offensive... Les autres, c'est qui? Jodel Dossou. Jodel Dossou qui joue régulièrement maintenant au Luxembourg. Andreas Mutondi, qui a changé de club. Le garçon même vient de dire, j'ai joué 3 matchs de suite. Après, j'ai eu une interruption, j'ai joué 25 minutes. On ne va pas appeler ça jouer régulièrement dans le championnat du Luxembourg. On va plutôt rester sur son enthousiasme. Parce qu'il a dit il est en forme et que bon, voilà. Tout ce que j'ai retenu de ce qu'il a dit, en fait, c'est qu'il a défendu sa candidature pour être titulaire auprès de son coach. Parce que dans son intervention, comme tous les autres joueurs. Mais on sait que la réalité du championnat luxembourgeois, on ne va pas peut-être faire ce débat à la veille de match. On sait ce que ça veut dire. Donc, le Bénin n'a jamais eu une équipe où tous les joueurs. Il y avait des moments où on a quand même des joueurs qui, pour la plupart du temps. C'est rare. Non, mais rare. Allez, messieurs, on va rester. Pour moi, restons sur cet enthousiasme-là que. Le Bénin joue le Zimbabwe, c'est vrai. Les réalités des éliminatoires de la Coupe du Monde ne sont pas celles de la CAN. Et donc, le Zimbabwe aussi peut surfer sur ces éliminatoires de la CAN. Mais le Bénin joue une équipe qui n'est pas aussi au mieux de sa forme dans ces éliminatoires-là. En Afrique du Sud, ce n'est pas une équipe qui gagne. Et donc, on va là-bas jouer une équipe qui est moins cotée que nous. Et on va dans l'intention qu'on est supérieur à cette équipe-là. On met en place notre système de jeu et pour aller gagner cette équipe. J'aime bien votre enthousiasme, Arnaud Akako. Merci beaucoup. Un journaliste chroniqueur sportif pour Cap FM. Merci également à vous, Brice Hessou. On va suivre le match demain et voir ce qu'il en sera. On va revenir éventuellement débriefer. Merci également à vous, Habib Bichola Aruna, chroniqueur sportif, commentateur pour A+ Bénin. 5/7 matin, encore un dernier rendez-vous avec Ulvaeus Balogun, j'imagine, qu'on va s'écarter de tout ce qui est Guépard et parler de toute autre chose. La revue de presse. La revue de presse de Ulvaeus Balogun, il a lu pour nous les journaux et nous en donne sa lecture. Ulvaeus, le village de Bouka dans la commune de Kalalé a été le théâtre de violents affrontements entre policiers et une frange de la population. C'était avant-hier, lundi dernier. Absolument, Herman. À l'origine, une descente des éléments de la police républicaine pour une opération de saisie de produits tropicaux, notamment du soja et des noix de cajou dans un magasin. Selon le journal Le Matinal, un commerçant de produits tropicaux suspecté de vouloir convoyer ses produits vers le Nigeria à l'aide de motocyclettes a reçu la visite des flics dans son magasin. Ces derniers se sont opposés à l'exportation des noix de cajou conformément à la mesure gouvernementale interdisant la sortie frauduleuse des 10 produits. Pour sécuriser les produits, ces derniers ont tenté de les embarquer dans un véhicule mobilisé pour la circonstance. Mais la population a opposé une fin de non-recevoir. Au bilan, le journal parle de 2 morts et de 4 blessés. À Matin Libre d'ajouter qu'il s'agirait d'un commerçant et d'un policier. Selon les témoignages recueillis par le journal Matin Libre, un élément de la police républicaine aurait ouvert le feu sur le commerçant, ce qui a entraîné le décès de ce dernier sur le coup, ce qui a suscité le mécontentement des populations qui ont pris les forces de l'ordre en adversité. Résultat, véhicules et motos des forces de l'ordre incendiés. Et c'est dans cette escalade de violence que l'un des policiers aurait perdu la vie, dans des circonstances non encore élucidées. On note aussi des actes de vandalisme contre les domiciles du chef d'arrondissement et du chef de village, ainsi que l'incendie du bureau de l'arrondissement. Le calme ne serait revenu qu'après une séance d'explosion
l'explication de la mesure d'interdiction de sortie frauduleuse du soja et des noix de cajou, mesure prise par le gouvernement, conclut le journal. Et dans la perspective de préserver le calme durant les élections générales de 2026, la Sénat et les organisations de la société civile UAUS se donnent la main. En effet, Herman, c'est le journal Fraternité qui, évoquant cette rencontre, parle d'un dialogue pour des élections apaisées en 2026. Le journal explique que la commission électorale nationale autonome, Sénat, a reçu hier une délégation de la plateforme électorale des organisations de la société civile. Une rencontre qui vise à renforcer la collaboration entre les deux institutions en vue d'assurer des élections transparentes, crédibles et apaisées en 2026. Le matinal de renchérir que la société civile garantit ainsi son soutien à la Sénat qui doit, pour la première fois de son existence, organiser des élections couplées, notamment les législatives et la présidentielle. Défi majeur pour lequel la plateforme s'organise en vue d'actions concrètes dont la signature, par exemple, d'une charte de paix et de non-violence avec les partis politiques. Cette audience, conclut le journal, marque une étape importante dans la préparation des élections de 2026 avec une volonté affichée d'impliquer tous les acteurs. Merci beaucoup à vous, UAUS Malheureux. C'est moi. On se retrouve très très prochainement par ici. Absolument. Sur 5 sur 7 matin. Absolument. Et voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin de ce mercredi 19 mars 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Émile Poignan. On retrouve demain la dame Rachida Biamaman qui sera aux commandes. Quant à moi, on se retrouve lundi quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mercredi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.